Euh, Teste peut-être le micro si il fonctionne. Comment? S'il est allumé ou... Ok, bon, c'est Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette conférence organisée par l'Appel, dont le thème est accompagner les enfants avec le numérique. Je vais passer la parole à l'intervenant dans quelques secondes. Je voudrais juste remercier déjà l'association dont il fait partie, l'association Pangolin. Remercier également le collège de Notre-Dame de Sion qui nous prête le local pour réaliser cette conférence. Et puis également l'institution Les Charmilles qui s'est occupée de tout ce qui est, matériel et installation technique. Voilà, je vais laisser la parole à l'association Pangolin. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon pour le son du coup? Oui, ok, impeccable. Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, je m'excuse déjà pour ceux qui sont en ligne, je ne vous vois pas. Donc, je vais principalement discuter avec ceux qui sont dans la salle, mais on va me faire des petits coucous à chaque fois que vous aurez des questions, donc n'hésitez pas à les poser sur le chat. Je m'appelle Victor Pavaillé, je suis le coordinateur et le fondateur de l'association Pangolin, qui existe depuis maintenant 2015. Et nos missions, c'est de travailler sur toutes les questions de parentalité, d'éducation aux médias, d'accompagnement des enfants. On a des ateliers qui sont à destination des jeunes directement autour de la créativité numérique, où là, on va coder des jeux vidéo, faire de la robotique, découvrir l'électronique, ou même prendre des photos, faire des films. On a des activités qui vont être un peu plus sérieuses autour de la citoyenneté directement dans les collèges, où là on va parler de la place des écrans à la maison, mais aussi des règles à la maison, du savoir-vivre avec les autres sur Internet, le harcèlement forcément, et d'autres sujets qui sont bien d'actualité. Et on a des temps qui sont plutôt orientés autour des parents et des professionnels, comme ce soir. Et ce soir, on va parler du coup d'accompagner les enfants avec le numérique. Sur le déroulé, je vais beaucoup parler. N'hésitez pas à me couper la parole, n'hésitez pas à lever la main dans la salle, n'hésitez pas à intervenir sur le chat pour poser vos questions. Je m'arrêterai, on débriefera un petit peu. Une question peut entraîner une autre question qui peut en entraîner une autre, donc n'hésitez pas. Et on va passer à peu près 2 heures ensemble jusqu'à 19h30, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà. Ça va pour tout le monde ? Très bien. Alors d'ailleurs, je vous taquinerai un petit peu en vous posant des questions à vous directement pour savoir un petit peu comment vous vous sentez par rapport aux questions du numérique et de la place des écrans à la maison. Ce que je vous propose, c'est d'introduire sur un format progressif. On va vraiment parler de l'accompagnement des tout petits, puis donc les 0-3 ans, puis 3 à 6 ans, puis 6 à 9 ans, 9-12 ans, et on va plus parler sur la partie 12 ans, celle qui vous intéresse, parce qu'on est dans un collège, et je suppose que la majorité d'entre vous ont des enfants qui ont entre 10, 11, 12 ans, un peu plus, et c'est, à mon avis, ces questions-là qui vous intéressent. Alors, commençons par quelques petites questions. Ces questions qu'on m'a déjà posées, et du coup, je vous les pose à vous, parce que finalement, vous êtes les meilleures sources d'astuces entre vous, entre parents, pour vous filer les bons tuyaux de comment est-ce qu'on fait pour éduquer nos enfants avec les écrans. Alors cette première question, elle est un petit peu particulière, vous verrez qu'elles sont toutes un peu biaisées. J'ai 5 ans, combien de temps je peux passer devant un écran selon vous? Alors, sur le chat, je vous laisse réfléchir, et dans la salle, vous pouvez aussi interagir. À 5 ans, quel serait le temps idéal qu'on peut passer sur un écran selon vous? Pour tourner la question différemment, à quel moment ça devient excessif? Déjà, j'ai une question, parce que écran, qu'est-ce qu'on met derrière l'écran? Très bonne question. Je vous invite à prendre le micro. Je ne sais pas si les gens entendent les questions sur le chat, donc je vais la reprendre. Qu'est-ce qu'on appelle un écran? Effectivement, c'est toujours des questions poupées russes avec une autre réflexion intérieure. Donc, qu'est-ce que c'est un écran? Alors, est-ce que vous connaissez les écrans? Déjà, je sais que vous en avez tous un dans votre sac dans la salle, c'est sûr. Voilà, le smartphone. Quoi d'autre encore comme écran? La télé. La télé, tout à fait. La tablette, tout à fait. L'ordinateur, voilà, j'en ai un devant moi. Est-ce que ça, c'est un écran? Oui. Ouais. Est-ce que le cinéma, c'est un écran? Oui. Ouais. Alors, pour avoir fait une intervention hier, il y a un moment qui m'a dit « Oui, mais le cinéma, c'est un peu particulier, parce que c'est le grand écran. » Oui, mais il est juste beaucoup plus grand, mais ça reste quand même un écran. Donc voilà, c'est tout ça, les écrans, en fait. Et on en a, question dans la question, d'après vous, combien on en a en moyenne par foyer en France? 4. 4 en moyenne? Qui dit plus? Ouais, déjà, voilà. Donc, vous l'avez dit, un portable par personne, ça dépend de l'âge. On rajoute la télé, on rajoute les ordinateurs personnels, vous rajoutez le Covid par-dessus et l'équipement professionnel qui a débarqué à la maison, etc. Et on arrive facilement. Donc, la moyenne, il y a quelques années, c'était 5 écrans en moyenne par foyer. Aujourd'hui, je pense qu'on est facilement passé à 6, voire 7 en moyenne. Et il faut aussi savoir qu'il y a à peu près 20% de la population française qui n'est pas équipée du tout, zéro. Voilà, qui n'ont même pas accès à Internet.
ce qu'on appelle les invisibles. Et donc, vous faites le calcul. À peu près 20% voilà, qui ne sont pas équipés. À peu près, hein, c'est toujours des statistiques qui sont un peu difficiles à vérifier et qui fluctuent beaucoup d'une année à l'autre. Mais bon, dites-vous que 80% du reste sont suréquipés en matériel. Et voilà. Donc faites le calcul rapidement dans votre tête, mais moi je sais que je suis tranquillement à 7 écrans à la maison et pourtant je n'ai pas d'enfant. Mais j'ai plusieurs écrans pour travailler. Comme le collègue derrière, je travaille avec un double écran pour mon ordinateur. Donc voilà, ça rajoute des écrans et on en a plein. Donc la question, 5 ans, combien de temps selon vous? À quel moment ça semble être excessif pour vous? Après, c'est combien de temps par période aussi? C'est sur quelle période? Quotidiennement? Voilà, par semaine? la période, on va dire en une journée. Une journée d'écran, combien de temps? Une journée avec l'école. C'est pas le week-end, c'est pas les vacances, c'est une journée avec l'école. Allez, je veux des chiffres. 30 minutes. À 5 ans, ouais. Qui dit plus, qui dit moins? Pendant l'école, j'en ai moins. Moins pendant l'école? 20 minutes aussi. 20 minutes, ouais. 20 minutes, c'est quoi, finalement? C'est quoi la règle des 3-6? C'est un épisode de Choupi. On va en parler. Un épisode de Choupi? C'est aussi long? Un épisode de Choupi ou de Trop. Ouais, c'est pas si long, c'est 5 minutes, non, un épisode de... Ouais. Ouais, voilà, ça va être peut-être 2-3 épisodes dans la journée. Ah, il s'arrête jamais à 3. À 5 ans, ouais. À 5 ans, il s'arrête jamais à 3. On va en reparler du pourquoi est-ce qu'à 5 ans, il ne s'arrête pas. Alors, il n'y aura aucune culpabilisation, ne vous inquiétez pas, je vais juste me servir de vos mots et je vais les mettre en évidence. Voilà. Mais ce ne sera pas pour vous culpabiliser, c'est pour juste vous faire prendre conscience de la puissance des mots et même de la puissance de vos propres mots. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont ressortir, notamment le je peux, je dois, qui va ressortir assez régulièrement. Est-ce que vous voulez la réponse ou est-ce que je vous la présente un peu plus tard? Parce qu'en fait, ça va tout le dérouler, cette question-là. La réponse tout de suite? Voilà, et bien effectivement, 30 minutes, ça commence à être pas mal déjà à cet âge-là. On va tranquillement basculer vers l'excessif au-delà de ce temps. Mais tout ça, ce sont des règles proposées par la santé. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien vous prendre en considération. Moi, avant tout, je suis technicien, d'accord? Je ne suis pas encore parent, donc c'est très facile pour moi de dire « faites ça » et moi, je ne le fais pas, d'accord? Donc tout ce que je vais vous dire, c'est un condensé du travail de plusieurs professionnels de la santé, de techniciens, d'expérience du terrain, et vous allez voir qu'en fonction du prisme à laquelle on regarde ces questions du numérique, les réponses vont changer et fluctuer. Donc là, 30 minutes, c'est la santé qui parle. Voilà. Eux, ils estiment qu'au-delà, à travers des études qu'ils ont fait, on va rentrer sur un temps qui est potentiellement excessif. Ça ne veut pas dire non plus que votre enfant va devenir complètement fou s'il regarde au-delà, mais par exemple, typiquement, on va avoir des problèmes de gestion de crise de l'après-écran, les pleurs, les larmes, les colères. Ça a plus souvent tendance à se déclencher après 30 minutes qu'avant les 30 minutes. Mais on va en reparler petit à petit. Allez, deuxième question, toujours pareil, un peu biaisé, un peu tricky. À quel âge puis-je avoir un téléphone portable, selon vous? Normalement, 13, 14. Moi, j'aurais dit 14. 13, 14, 14, 14, 12 ans. Le téléphone portable, c'est avec écran ou le petit truc à l'ancienne là? Alors, le smartphone ou le téléphone portable? Ça, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, il faut savoir que dans la tête des jeunes, le téléphone portable, ça n'existe pas. Ça n'a même jamais existé. Voilà. S'il n'y a pas d'écran, ce n'est pas un téléphone portable. C'est juste un truc qui va être éteint au fond du sac. Parce que c'est la honte de le sortir devant les copains. Voilà. Donc, effectivement, on va parler de smartphone. Et donc, qui dit smartphone dit Internet. Et c'est là où il y a la double notion de difficulté sur le smartphone. Donc, oui, on va parler de smartphone. J'ai entendu 13-14 ans. J'ai entendu 12 ans. En moyenne, en France, l'arrivée du smartphone, elle est principalement l'entrée collège. Pour plein de raisons diverses et variées, j'ai entendu des parents me dire « c'est parce que j'ai besoin d'être rassuré ». Ils m'appellent quand il arrive devant l'établissement pour me dire qu'il est bien arrivé. Une peur de parents transmise à un enfant. C'est bien d'avoir conscience de ça aussi. Parce que du coup, s'ils ne vous appellent pas, c'est la crise. Voilà. J'ai des jeunes qui, eux, m'ont dit qu'ils l'avaient eu bien plus tôt, à 8 ans, à 9 ans, à 6 ans pour certains aussi, le téléphone portable. On en discutait rapidement avant la séance, mais oui, c'est principalement pour jouer aux jeux vidéo à cet âge-là. L'usage après des réseaux sociaux, l'usage social du smartphone va arriver un peu plus tard. Mais voilà, ce téléphone portable arrive à des âges vraiment décalés. Mais en France, c'est 75% des jeunes qui sont équipés à partir de 12 ans. Et ce chiffre frôle tranquillement les 90-95% quand ils commencent à avoir 14-15 ans. Voilà. Il faut savoir que aussi en France, maintenant, on commence tranquillement à déplacer un téléphone pour une personne. On arrive bientôt à 2 téléphones par personne.
Je ne sais pas si vous c'est le cas, mais moi par exemple c'est le cas. J'ai mon téléphone personnel et le téléphone professionnel de l'association qui me fournit mon internet actuellement. Et donc du coup j'ai 2 téléphones. Et petit à petit on commence à avoir tous 2 appareils. Constat. S'il vous plaît. Oui. La question que tout à l'heure j'ai posée, c'est-à-dire le téléphone Nokia, là, ancien, le truc avec la Ouais. etc., j'ai bien compris, la honte, etc. Mais est-ce qu'il y a encore des gens qui l'ont... Enfin, il y a une statistique qui dit qu'il y a encore 10% des collégiens qui l'ont dans le sac à main. Alors, j'ai pas les chiffres, mais j'ai beaucoup de parents... C'est ce que je veux faire. Ouais, Donc, voilà. j'aimerais bien savoir à quel point il va être minoritaire. Forcément. Alors, je pose cette question souvent à des parents ou souvent aux enfants. Et je leur dis, voilà, comment vous êtes équipés? Donc, généralement, téléphone portable, c'est un mot qu'ils ne connaissent pas, pour eux, c'est le smartphone. Et il y a quand même, de temps en temps, 1, 2 enfants dans une classe qui vont me dire, moi, j'ai l'ancien téléphone de mes parents et effectivement, je peux que appeler avec. Et du coup, je vais, est-ce que tu l'utilises? Non. Voilà. La réponse, elle est assez claire. Pour plein de raisons. Il y a la question du, en fait, je n'ai pas spécialement besoin d'appeler mes parents. Je sais que si j'ai un problème, je l'appellerai. Mais concrètement, en fait, je prends le bus avec mes copains, il y a 20 minutes de trajet, j'arrive, je rentre avec eux, mes parents me font confiance, ils ne sont pas inquiets. Donc du coup, il n'y a pas de raison que je les appelle. Il n'y a que quand je vais faire une sortie avec les copains, qu'on va aller au parc, là, ils m'appellent parce que c'est 20h, il faut que je rentre, etc. Bon, des raisons de coup de fil de parents. Mais souvent, il faut se dire que c'est les parents qui choisissent d'équiper les enfants et pas forcément les enfants qui sont prêts à recevoir un téléphone portable. Donc c'est pour ça que c'est une discussion à avoir avec eux. On en parlera peut-être un peu plus, cette question du téléphone portable, un peu plus tard. Mais il y a aussi cette question de honte. Je n'ai pas le même téléphone que mes copains, ils m'ont tous montré du doigt, je passe pour un guignol, donc non, je ne vais pas sortir mon téléphone portable et il va être éteint au fond du sac. Et principalement, dans la majorité des collèges, la règle justement du téléphone portable, c'est durant les heures de cours, il est éteint au fond du sac. Et là, j'ai des retours de professeurs qui me disent « oui, mais de temps en temps, il sonne, ce téléphone portable, alors qu'il est censé être éteint au fond du sac. » Et vous savez qui est-ce qui appelle les enfants quand ils sont à l'école? Parce que les copains, ils sont à l'école avec eux. C'est les parents. Oui, du coup, je serai un peu en retard, je ne pourrai pas te chercher tout de suite, etc., etc. Résultat, bravo parents, vous avez donné 2 heures de colle à votre enfant et vous lui avez fait en sorte de confisquer son téléphone portable parce qu'il a sonné et vous êtes responsable de cette situation-là. Voilà. Donc, on en rigole, mais ça arrive régulièrement, donc sachez-le. À quel âge puis-je avoir une adresse email? Alors, ça, c'est un peu compliqué. Ouais. Surtout qu'en plus, c'est de plus en plus biaisé parce que maintenant, les établissements scolaires, surtout en entrée collège, on va demander aux enfants d'avoir une adresse email pour les devoirs, pour Pronote ou d'autres services comme ça. Donc du coup, à quel âge je peux en avoir une? Du point de vue légal, peut-être. Ouais, du point de vue légal, à quel âge? Je vais même rajouter, je vais même être encore plus précis. En France, du point de vue légal, à quel âge je peux avoir une boîte email? 13 ans. J'avais dit 12 ans. C'est 13. Légal, il ne demande pas, quand on crée une boîte, il ne demande pas l'âge. Si. Il demande l'âge. Ouais. Non, ils le font. Ils le font et ça va. Alors, ça dépend de beaucoup de choses. Ça va dépendre de la boîte mail que vous allez faire. Donc, il existe des boîtes mail spécialisées pour les enfants. Il existe des boîtes mail tout public. Pour les boîtes mail tout public, ça va dépendre en fait du service et dans quel pays est enregistrée l'entreprise. Si vous faites une adresse Gmail qui appartient à Google, c'est une entreprise américaine. Les lois américaines, c'est 13 ans l'âge légal. Parce que la boîte Gmail que vous allez créer, vous n'allez pas simplement créer une boîte Gmail. Vous allez aussi créer un accès à un Drive, vous allez aussi créer un accès au Play Store si vous utilisez un smartphone Android, vous allez aussi créer un accès, ou une tablette, vous allez créer plein d'accès et surtout vous allez créer un profil consommateur à votre enfant. C'est ce profil consommateur qui va générer la publicité, les points d'intérêt pour votre enfant et qui va faire ce qu'on appelle la publicité ciblée. Si votre enfant adore les jeux vidéo, il aura plus de publicité autour des jeux vidéo. Si à l'inverse, votre enfant s'intéresse à des vêtements ou des produits de marque, il aura de la publicité pour des chaussures, pour des vêtements. Si c'est une fille, elle aura de la publicité pour du parfum, des bijoux. Si c'est un garçon, il aura des publicités pour des maillots de foot ou des maillots de rugby en fonction du sport qu'il préfère, etc., etc. Tout ça, c'est lié à la boîte Gmail. Je pourrais en parler des heures, mais ce n'est pas trop le sujet de l'intervention. Comme c'est une entreprise américaine, donc c'est 13 ans, en France, il faut savoir que la majorité numérique, elle arrive à 15 ans. Alors, je ne vais pas en parler tout de suite parce qu'on va en reparler plus tard, mais cette majorité numérique, au point de vue légal, ça définit en fait le fait que votre enfant, il est responsable numériquement à partir de 15 ans. Si vous prenez un téléphone portable à votre enfant
S'il a moins, donc on va parler d'un grand classique. Vous prenez un téléphone Android, il a moins de 15 ans, vous lui fabriquez une adresse email. En suivant l'installation du téléphone portable, Google vous fait gentiment comprendre que vous devez lui faire une boîte Gmail. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est tourné de manière à ce que vous vous sentiez obligé de le faire. Bref, vous faites une boîte Gmail. Si vous indiquez le vrai âge de votre enfant, ça va être marqué dedans. Attention, vous n'avez pas l'âge légal, donc vous avez moins de 13 ans, pour créer une boîte. Donc, on estime que vous êtes un enfant. Vous devez connecter une adresse email d'adulte pour gérer ce téléphone portable d'enfant. Et ensuite, il va vous proposer d'installer Family Link, un logiciel de contrôle parental, je mets ça entre guillemets parce que c'est un logiciel qui est plein de failles, de contrôle parental pour encadrer les usages de votre enfant. Family Link, c'est à vous de voir ce que vous en faites. C'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose, c'est une première sécurité acceptable, mais elle est pleine de failles et votre enfant va très vite trouver des moyens de le contourner s'il a vraiment envie de le faire. Je pense, voilà, on pourra refaire des interventions dédiées au smartphone parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus et je sais que ça intéresse plutôt les 12 et plus parce que c'est typiquement la tranche d'âge dans laquelle se trouvent vos jeunes. Mais il faut savoir tout ça. Donc en France, c'est plutôt 15 ans et pourtant on va demander à un enfant de le faire, donc pour la boîte mail. Mais pourtant on va demander à un enfant d'en faire une plus tôt. Donc en vrai, il n'y a pas vraiment d'âge pour la boîte mail parce qu'il n'y a pas spécialement de risque sur une boîte email. Sauf s'il s'amuse à envoyer des mails à n'importe qui et qui prend toutes les adresses email qui traînent, etc. Mais concrètement, c'est principalement pour discuter avec l'établissement ou ce genre de choses. Et puis même, votre enfant, il n'a pas un usage vraiment intéressé de la boîte mail pour demander un stage peut-être plus tard quand il sera en 3e. Mais avant ça, eux, ils ont d'autres outils de communication. C'est quand même un outil plutôt professionnel, la boîte email. Donc vous pouvez en faire une déjà avec votre enfant. Et si vous faites une boîte junior avec certaines boîtes mail, vous ne pouvez pas vous inscrire sur des réseaux sociaux ou des jeux vidéo avec cette boîte mail. Ça peut être refusé. Je pense notamment à NetCourrier qui est une boîte française. Les boîtes enfants de NetCourrier ne peuvent pas, bloquent en fait tous les messages qui viendraient de Snapchat, Instagram, Facebook et autres. Donc votre enfant ne peut pas s'inscrire avec. Vous pouvez garder une certaine forme de contrôle sur sa capacité à s'inscrire dans votre dos sur des réseaux sociaux. On continue? À quel âge puis-je avoir un compte sur les réseaux sociaux? Bon, là, vous n'avez pas le droit de vous tromper, je vous ai donné la réponse. Alors, 13 ans, 15. alors en fait, à 13 ans, vous allez pouvoir créer le compte, mais en France, la majorité numérique arrive à 15 ans. Voilà. Donc, c'est à vous de voir quel argument vous allez sortir à vos enfants pour retarder le plus possible l'arrivée des réseaux sociaux dans sa vie. Mais vous pouvez la fabriquer à partir de 13 ans parce que Snapchat, Instagram, Facebook, tout ça, ça appartient à des entreprises américaines. TikTok, ça appartient aux Chinois. Mais concrètement, là-bas, il y a une loi qui dit qu'en dessous de 13 ans, on ne peut pas monétiser les données d'un enfant. Donc, ça ne génère pas d'argent. Donc, ils n'ont pas le droit d'y aller. Je résume, mais l'idée est à peu près là. Excusez-moi, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? À partir de 13 ans, aux États-Unis, on n'a pas le droit de monétiser les données personnelles des enfants. C'est grâce à ça qu'on a de la publicité ciblée. C'est grâce à ça que les plateformes gratuites peuvent générer de l'argent. Donc, la règle, elle est simple en fait. Si on ne peut pas se faire de l'argent sur un jeune de moins de 13 ans, il n'a juste pas le droit d'aller sur notre service. Bon, faut être complètement lucide aussi. Hein. Un enfant de moins de 13 ans, il a très vite compris que s'il met qu'il a 75 ans, il va pouvoir y accéder. Hein. D'accord? Donc 13 ans, ça ne marche pas, 14, ça marche, bingo. Voilà. Ça va être aussi simple que ça. Donc un enfant qui veut y aller, va y aller. C'est juste une sécurité pour protéger l'entreprise. Si jamais il y a un problème, l'entreprise pourra dire « Non mais attendez, là vous avez menté sur l'âge, nous on n'est pas censé le savoir, donc au point de vue légal, vous êtes responsable de tout ce qui vient de se passer. » En plus, à 15 ans en France, votre enfant a la majorité numérique, donc s'il est pris dans une situation de harcèlement et s'il est lui-même agresseur, c'est sa responsabilité et aussi la vôtre en tant que parent. Mais concrètement, ce n'est pas la responsabilité de Snapchat, Facebook, Instagram et compagnie, parce que nous, on n'a fait que mettre en place un outil. Vous voyez un peu la démarche? Donc, les lois qui protègent les usages, c'est pour les entreprises, ce n'est pas pour les utilisateurs. Voilà. Il y aura juste la gestion des données qui sera dans les fameux, vous savez, les contrats d'utilisation que personne ne lit là. Voilà. Et bien, cela, c'est marqué ce qu'on va faire de vos données, concrètement dedans. Donc, lisez-en au moins un dans votre vie pour avoir une idée générale. De toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, Facebook, Instagram, Snapchat, tout cela, c'est Facebook. Hein. Voilà, c'est la même entreprise. Voilà, c'est Meta maintenant, et il les possède. Donc, que vous fassiez un service sur l'un ou sur l'autre, globalement, ça va toujours à la même boîte. Dois-je être ami avec mes parents sur les réseaux sociaux? Attention, c'est une réponse qui n'a pas de bonne réponse. Je préfère prévenir avant que tout le monde se braque.
Faut-il ou pas être ami avec ses enfants sur les réseaux sociaux? Donc je vois une tête qui fait comme ça. Est-ce qu'il y a des têtes qui font comme ça? Allez-y, c'est à vous. Moi, je dis les deux. Les deux. Ouais. J'aimerais les suivre, mais en même temps, il faut qu'ils aient quand même leur vie. Il y a des Alors, questions, juste, on va faire passer le micro pour avoir le retour. S'il y a des questions sur le chat aussi, il ne faut pas hésiter à prendre la parole. Je disais oui parce que on peut se sentir sécurisé de savoir ce qu'ils font, qui ils ont en amis, qui ils suivent, quel groupe. Mais je dirais non parce qu'il faut qu'ils aient aussi leur jardin secret. Enfin, il y a des choses que j'aurais pas envie de savoir. Selon l'âge. Mhm. À 14 ans, il y a des choses que j'aurais pas envie de savoir, pas envie de découvrir peut-être. Donc je dirais oui et non. Ok, oui et non, très bien. Oui et non. Ça marche. Effectivement, comme j'ai dit, il n'y a pas de bonne réponse, donc il y a du oui et du non. Ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce qu'une autre personne veut réagir sur cette question, qui est assez intéressante? Moi, j'ai aucune idée précise, mais moi, spontanément, je dirais non. Ouais. Enfin, je sais pas, 100% des personnes à part moi dans son réseau d'amis ne seront pas des parents, ne seront pas des adultes. Donc qu'est-ce que je fous là, quoi? Peut-être, peut-être pas. Ça dépend de Effectivement, si on voit ça comme ça. Alors, je fais exprès de piéger le truc, hein, mais alors, il faut savoir que j'ai des parents qui sont un profil plutôt inquiet, qui auront tendance à me dire, moi, je dois être ami avec mon enfant sur les réseaux sociaux parce que je veux savoir avec qui il discute. Soit. Mais si une personne se fait appeler Kevin et comme n'importe quel enfant va mentir sur son âge, mais à l'inverse va baisser le sien et c'est un adulte qui se fait passer pour un enfant sur les réseaux sociaux, vous ne le saurez pas. Ce sera Kevin du collège truc, le même que votre enfant, et vous ne le saurez pas. Voilà. La seule manière de savoir ça, en fait, c'est en discutant et en échangeant régulièrement avec votre enfant sur sa vie sur les réseaux sociaux. Ça dépend de la relation qu'on a avec nos enfants. Exactement. Et quand bien même malgré ça, vous n'aurez pas forcément toutes les informations. Il y a un film qui est très bien, dont je vous parlerai à la fin, sur des recommandations de films à regarder avec vos enfants sur le sujet, et typiquement, on est dans une situation de cet ordre-là. Maintenant, il ne faut pas non plus paniquer plus que de raison. Hein. Les 3/4 des personnes qui sont amies avec vos enfants sur les réseaux sociaux sont des enfants qui connaissent. J'ai quelques jeunes qui aiment bien ajouter absolument tout le monde et qui se retrouvent avec 1200 personnes qui les suivent. Il y a l'effet aussi influenceur, ce côté genre plus j'en ai et plus j'ai la classe qui va énormément jouer par rapport à ça, mais on en reparlera un petit peu plus sur le développement de la personnalité des enfants. Mais voilà, globalement, si vous êtes vigilant, que vous discutez avec eux sur commence par accepter que tes copains, et puis voilà, accepte pas forcément n'importe qui. Dis-moi vite fait voilà, ce que tu dis, ce que tu fais, avec qui tu discutes, comment vous vous organisez, est-ce que vous utilisez tel ou tel réseau social pour vous organiser vos soirées, etc. Et ça, vous avez déjà fait une partie de votre part d'adulte, vous avez ouvert un espace de discussion potentiel pour votre enfant. S'il veut venir vous en parler, il viendra peut-être plus spontanément vous en parler que si vous avez fermé le dialogue ou que vous êtes en contrôle permanent. Parce que ce qui risque d'arriver si vous êtes ami avec vos enfants et vous contrôlez absolument tout, ils vont faire un deuxième compte, vous ne serez pas au courant. Il y aura le compte l'iceberg, le dessus de l'iceberg, ce que vous pouvez voir, et le dessous de l'iceberg, ce que vous ne verrez pas. Et là, il peut se passer plein de choses dessus. Voilà. Allez, la règle d'or, et on va commencer à attaquer, entrer dans le vif du sujet. Donc, une grosse partie du travail que vous allez voir là est inspirée du travail de Christine Canard, qui est docteur en psychologie, qui travaille à l'ICERM, qui travaille à la fac de Grenoble et qui est une référence pédagogique pour notre structure. On bosse souvent sur le sujet, on se croise régulièrement. Elle, c'est la santé. Moi et Pangolin, c'est plutôt les techniciens. Mais on a un discours qui résonne. C'est qu'en gros, chaque enfant est unique, chaque histoire est singulière, les environnements socio-culturels sont particuliers et chaque famille est spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes venu ce soir pour avoir la recette magique du bon fonctionnement de l'écran à la maison, c'est foutu, d'accord? Cette règle d'or, enfin cette loi magique n'existe pas parce que ça va dépendre d'énormément de choses. De l'intérêt de votre enfant sur l'outil. Il y a des enfants qui n'aiment pas les écrans et qui passeront absolument pas de temps dessus. Ils vont lire des livres. C'est le truc avec du papier là, voilà. Il y a au contraire des enfants qui vont adorer ça et qui vont être ça va beaucoup être plus compliqué de les faire sortir des jeux vidéo, des réseaux sociaux, de tout ça.
À l'inverse, ça va dépendre aussi de vous, à la maison, comment ça se passe. Est-ce que vous avez mis des règles en place? Est-ce qu'il y a des règles qui sont plus ou moins souples? Est-ce que les règles chez papa, c'est les mêmes que chez maman pour les familles séparées? Est-ce que les règles chez papi-mamie, c'est les mêmes que chez papa-maman? Bref. Ces règles, elles vont varier, ça va dépendre de vous. Et il y a aussi après toute la dimension culturelle. Est-ce que chez vous, la télévision a toujours été présente, par exemple? Est-ce que vous mangez devant les écrans? Est-ce que si, est-ce que ça? Ça va énormément influencer le cadre de votre enfant. Donc, il y a beaucoup de choses. Je vais mettre ma casquette de la santé pour vous donner les informations, parce que c'est un regard de la santé sur ces usages-là. Maintenant, il y a la réalité. L'objectif, c'est à vous de picorer les informations, de récupérer ce qui vous intéresse, de planter les graines qui vous intéressent et de voir ce qui pousse derrière. Mais moi, je peux faire que des recommandations et que de la prévention. Après, c'est à vous de gérer avec les informations que vous aurez reçues ce soir. On est d'accord là-dessus? Donc, vous ne me jetez pas de cailloux, d'accord, hein? Même si vous n'êtes pas d'accord. Une autre référence, c'est Serge Tisseron. Donc lui, il a énormément travaillé sur la question depuis plus de 2015. Nous, on a été créé en 2015 et déjà en 2013, il travaillait sur cette question-là. Il a lancé le programme 36912. Il a un blog. Si c'est vraiment des questions qui vous intéressent, allez faire un petit tour dessus. Regardez les vidéos. Il travaille beaucoup avec les parents. Christine Canard aussi a énormément en contact avec le terrain. Pour moi, ce sont deux références au niveau de la santé qui parlent des écrans, mais de manière positive. Ils ne sont pas là pour condamner les écrans, ils ne sont pas là pour dire que ça va vous bousiller le cerveau et qu'on est foutu, etc. Ils sont plutôt là pour dire attention, on est tous en excès, parce que ça c'est une réalité, mais on est en excès pour plein de raisons. Déjà, si vous travaillez comme moi dans un milieu numérique, vous allez forcément passer un temps excessif sur les écrans. Si en plus c'est votre passion, ce temps explose. Aujourd'hui, dans les établissements scolaires, certaines écoles sont équipées de tablettes, donc l'enfant va passer du temps à l'école devant un écran, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. C'était 8 heures sans écran pour un enfant. Maintenant, ça peut être 2-3 heures en plus. Donc tout ça, c'est à remettre dans un contexte de société aussi. Il faut juste comprendre que votre enfant aura envie d'avoir un temps écran loisir et ludique. Il y aura un temps écran travail. Et c'est à vous de trouver le juste équilibre entre ce temps loisir, ce temps travail. Est-ce que son loisir, c'est faire de la photo et donc après passer des heures à travailler ces photos sur un ordinateur? Est-ce que son loisir, c'est faire du montage, voilà, et donc passer des heures à faire un montage vidéo derrière? Ça reste quand même du temps de loisir, mais il va passer du temps dans les écrans. Donc, comment on trouve cet équilibre? C'est délicat. Oui, question. Alors, on fait passer le micro. Le livre a écrit, entre autres, un livre intitulé Guide de survie pour accro aux écrans. Oui. Et c'est plein de conseils très drôles. Ouais. D'ailleurs, le titre Accro aux écrans, c'est drôle. Et le sous-titre, c'est Comment garder et ton ordi et tes parents. C'est ça, c'est trouver le juste compromis, hein, voilà, tout à fait. donc je pense que c'est plutôt pour un public de moins de 12, je pense. Vous pouvez rappeler le titre au micro? Alors, Guide de survie pour accro aux écrans. De Serge Tisseron. De Serge Tisseron. Très... Titre Comment garder et ton ordi et tes parents. Très bien, merci beaucoup. Comment garder et tes parents et ton ordi. Bon, voilà, bon, je pense que vous arriverez à trouver les informations. Moi, je choisis une cache facile. Tu préfères qui, papa, maman ou l'ordi? Voilà. C'est une grande question. Vous connaissez ça? Je n'ai pas lu, mais on me le cite plusieurs fois, donc oui, à l'occasion, je pense que je mettrai le nez dedans. Voilà. Enfin, mon temps est partagé aussi entre beaucoup d'administratifs pour l'association, beaucoup d'interventions pour les jeunes et beaucoup de conférences. Donc malheureusement, je n'ai pas autant de temps que j'aimerais pour pouvoir avoir du temps de lecture. Voilà, et nous on a rajouté, donc Serge Tisseron travaille sur les 3-6-9-12 et c'est la base du programme que vous allez voir là ce soir. Nous on a rajouté les 16 ans et plus et les parents. Voilà. Alors pourquoi les 16 ans et plus? Parce qu'en fait, les besoins changent en fonction de l'âge de votre enfant. Et à partir de 16 ans, on a des besoins qui vont commencer à être des besoins d'adultes, notamment en termes de sexualité, en termes de recherche de partenaires, en termes professionnels aussi. Ça va peut-être le moment où on va chercher un stage, on va devoir commencer à faire un CV, une lettre de motivation, avoir peut-être sa première fiche de paie, savoir comment on fait ses déclarations d'impôts. Des trucs qui n'existent pas dans le monde des enfants. Hein. Voilà, c'est le monde merveilleux, on n'a pas de responsabilité. Les responsabilités commencent à arriver tranquillement à partir de 16 ans, étape par étape, mais ça change. Et donc l'usage qu'on va avoir des écrans va drastiquement changer. Et les parents, parce qu'en fait c'est très très compliqué, 3, 6, 9 ans, de faire de l'éducation aux écrans à des enfants, si les parents derrière ont un usage qui est complètement dissonant du discours qu'ils vont entendre. C'est-à-dire que si je vais voir vos enfants
qu'ils ont 6 ans ou 8 ans. Je leur explique que voilà, bon, l'âne trop, c'est bien, mais 8 heures par jour, c'est peut-être beaucoup. Il va dire ah ouais, puis il va rentrer chez lui et puis il va se mettre devant l'âne trop. Voilà. Parce que s'il n'y a pas de règles à la maison, notre pouvoir d'action va être très vite limité. Au même titre que les enseignants, tout pédagogue qui travaille avec les enfants et qui doit avoir cette discussion avec eux, il y a un moment, l'enfant va entendre, mais s'il n'y a pas de cadre à respecter à la maison, il ne va pas suivre des conseils d'un inconnu, parce qu'en plus on lui a dit qu'il ne fallait pas écouter les inconnus. Voilà. Donc du coup, concrètement, ça va être plus délicat pour des structures comme la mienne d'intervenir. C'est pour ça que c'est intéressant que vous soyez présents parents, en ligne et en présentiel, pour venir échanger, parce que le fait de venir écouter une conférence comme celle-là, c'est déjà gagné pour nous, parce qu'on sait que vous allez mettre des choses en place. Voilà. Je ne dis pas que ceux qui ne viennent pas, c'est les méchants, mais concrètement, ceux qui ne viennent pas ont moins d'informations, et surtout pour eux, l'écran n'est pas forcément un problème. Pour certains, c'est une solution. C'est un moyen de garder les enfants, d'être tranquille à la maison, etc. etc. Et c'est aussi pour ça que c'est compliqué ce sujet des écrans, parce qu'il y en a beaucoup qui le voient comme une aide, un support à la parentalité, quel que soit le type d'écran. Et ce n'est pas non plus quelque chose de négatif, parce qu'on a tous besoin d'un peu de temps pour soi, mais il faut juste trouver un compromis entre 30 minutes, 1 heure, 2 heures, et 8 heures par jour. Voilà. Il y a quand même un moment où ça devient vraiment excessif. Alors, est-ce que le numérique est identique à tout âge? Il y a des règles qu'on peut appliquer tout format. Et d'ailleurs, il y a aussi des règles qui peuvent être appliquées aux adultes, aux parents. Alors, je vais faire juste un petit switch et vous montrer. Est-ce que j'ai sorti? Non, si, oui, voilà. Je vous montre un travail d'une autre professionnelle. Est-ce que vous arrivez à voir quelque chose où c'est écrit trop petit? Vous ne voyez rien du tout parce que sur l'écran, ça n'a pas fait le switch. Alors, 2 petites secondes. Tac, tac, tac. C'est bon? Zoomer un bras. Alors, les petits textes à côté, si vous ne pouvez pas les lire, ce n'est pas très grave, c'est surtout le petit trèfle qui est important. Donc, Sabine Duflo a énormément travaillé sur cette question également et elle a fait un petit outil très simple. C'est cette affiche, vous la trouvez sur Internet très facilement. C'est le genre d'affiche à laisser traîner négligemment dans les toilettes. Moi, je vois bien ça comme ça, là, vous le posez, et puis quand on n'a rien à faire, on lit. Et du coup, c'est un petit trèfle en fait, qui explique 4 moments dans la vie d'un enfant, mais aussi d'un adulte, où les écrans n'ont pas spécialement leur place. Donc, pas d'écran le matin. Selon vous, pourquoi? Pourquoi on évite les écrans le matin? Parce qu'en fait, on est plus attentif. Alors, je vais reformuler pour que ça soit même plus clair. Pourquoi est-ce que Sabine Duflo, donc, qui est une professionnelle de la santé, précise que pas le matin? Quels seraient, d'après vous, ces mots à elle? Parce que je vous remets dans un contexte. Je pense, pour être... ils ne sont pas attentifs après à l'école. Ils sont encore dans leur schéma dessin, ce qu'ils veulent, et ils ne sont pas attentifs. Ouais, il y a effectivement une question d'attention qui va rentrer en jeu. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Oui. Toujours pareil, sur le live, si vous voulez compléter, n'hésitez pas. Moi, mon idée, c'était plutôt par rapport au week-end, c'est que le matin, c'est le moment où le corps se réveille, s'active, et s'il est sur un écran, il va rester ramollo et il aura beaucoup de mal à s'activer dans le reste de la journée. Effectivement, c'est effectivement des arguments qui sont amenés. Donc en fait, c'est un complément, vous êtes dans la même lignée. Le corps progressivement. Ces gens, je ne peux pas manger le matin. Que je fait une petite activité, que mon corps n'est pas totalement réveillé. J'arrive rien à avaler, j'ai pas d'appétit. Il va falloir attendre 10, 20, 30 minutes que je sois un peu plus actif pour commencer à manger. C'est le cas chez vous aussi, mais concrètement, le corps a un temps de mise en... il sort de la phase sommeil et a un temps de mise en réveil qui va être plus ou moins long en fonction des individus. Et pour pouvoir être justement éveillé, il faut qu'il puisse constater son petit déjeuner, il faut qu'il puisse constater qu'il est en train de manger ou boire, et il va falloir qu'il commence aussi à réfléchir à faire son sac s'il n'a pas été fait la veille, etc. Bref, il va falloir qu'il lance sa journée. Si on est sur les dessins animés à cet âge-là, ou même pour un adulte, en fait, on ne va pas rentrer dans cette phase d'éveil tout de suite. On va encore être un petit peu amorphe pendant un moment. Et surtout, si on mange devant les écrans, et vous avez vu là, pas pendant les repas, ça fait suite au deuxième petit trèfle, si on mange pendant les repas, en fait, notre corps n'est pas en train d'assimiler concrètement ce qu'il est en train de faire.
Pour lui, il est en train de visionner quelque chose, il n'est pas en train de manger. Donc la capacité de satiété, elle n'est pas atteinte aussi efficacement, et on n'est pas dans la phase repas pour le corps. Pareil, le corps n'est pas prêt à manger quelque chose. Donc, pas d'écran le matin fait aussi écho à pas d'écran durant le petit déjeuner, pour éviter justement ce ralentissement de l'éveil chez un enfant, qui est beaucoup plus fort que chez un adulte. Mais pour les adultes, c'est pareil, concrètement, on est soumis aux mêmes lois physiques. Donc il est recommandé aussi d'éviter les écrans. Après, rien ne vous empêche de mettre la radio, rien ne vous empêche de mettre un podcast, rien ne vous empêche d'avoir un écran qui tourne et que vous ne regardez pas parce que c'est juste pour avoir le son, les actualités ou ce genre de choses. Ça dépend de comment vous vivez à la maison avec ces questions-là, mais c'est quand même préférable d'éviter les écrans à ce moment-là. Pas d'écran pendant les repas, je viens de répondre à la question, c'est pour justement être dans un moment convivial, familial, un temps d'échange aussi, parce que souvent quand on mange, on discute. Voilà. Et s'il y a un écran qui vient parasiter tout ça, attention, hein, on parle bien d'écran, pas que télé. Le smartphone, vous savez, le petit SMS, la petite notification, le moment où papa il doit répondre à un appel important alors que c'est en plein milieu du repas, ou maman, peu importe. Voilà, c'est les classiques de famille. Là aussi, c'est un écran qui vient perturber ce moment de convivialité. Voilà. Et souvent, principalement le soir, où là, en théorie, dans la majorité des foyers, tout le monde est réuni parce que tout le monde a fini sa journée de travail. Voilà, toujours un qui va me dire « oui, mais ceux qui travaillent de nuit, etc. » L'exception, il y en a toujours, mais vous avez compris l'idée. C'est un moment en fait, de convivialité, de famille, de discussion. Et c'est des moments de porte ouverte pour échanger ensemble. C'est comme ça que Sabine Duflo voit les choses. À vous de voir si vous rejoignez cette idée ou pas. Pas d'écran avant de se coucher. Alors, celle-là... Il n'y a pas une histoire d'hormones et de la lumière qui fait que on croit que c'est toujours le jour et on n'a pas envie d'aller se coucher. Il y a des histoires d'hormones, il y a des histoires de lumière, effectivement. Il y a des histoires des fameux écrans bleus. Vous avez tous entendu parler sans vraiment trop savoir ce que c'est pour certains. Oui, il y a ces histoires-là, effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? En fait, il y a un temps pour que le cerveau se réveille, s'endorme. Alors là, Christine Canard en parlera bien mieux que moi parce que c'est sa spécialité. Moi, je vais faire juste de la vulgarisation par rapport à tout ça. Mais effectivement, l'hormone du sommeil qui est produit par le cerveau, en fait, quand la lumière diminue, votre corps va rentrer dans une phase sommeil progressive. En fait, il va constater que bah, voilà, c'est la nuit, c'est le moment d'aller se coucher, etc. Exciter le cerveau. Votre côté chasseur-cueilleur d'origine va être stimulé. C'est peut-être un danger. Ça fait du bruit, vous devez être aux aguets. On ne sait pas, c'est peut-être un danger. Tout ça va stimuler le cerveau et il ne va pas du tout rentrer dans ces phases de sommeil. D'après vous, il faudrait, pour que on arrête, entre le moment où on arrête les écrans et que le cerveau soit en état de sommeil. Quel est le delta T? Demi-heure, qui dit plus, qui dit moins? 3/4 d'heure, 1 heure, à peu près 1 heure, pour un enfant comme pour un adulte. Voilà. Alors, si on rajoute en plus de ça la fameuse crise de on coupe les écrans et après c'est la panique, un temps d'écran qui va être compliqué à gérer le soir, et en plus si ça génère des crises chez l'enfant, il va être encore moins calme et il va être encore moins en capacité de s'endormir. Là, c'est pareil, c'est tout écran confondu. Tout écran confondu. Là, on parle vraiment des écrans avec un grand E. Hein. Et que la lumière bleue sur l'ordi n'est pas sur la télé et que c'est pas la même chose. Non. En fait, c'est le côté sollicitant. Regardez un film de guerre où ça fait pam pam poum poum avec des tirs dans tous les sens. Votre cerveau, il va être, ou même juste un film romantique, mais vous êtes à fond. C'est incroyable, c'est complètement happé par le truc. Voilà. Et du coup, il est préférable d'avoir une activité plus calme, moins sollicitante, pour retrouver une phase de sommeil dans le cerveau. Voilà. Un livre, c'est moins puissant en termes de force d'attraction. Vous pouvez être complètement à fond dans la lecture, etc. Et vous pouvez passer des heures et des heures devant un... Pareil, hein, vous n'êtes pas en phase de sommeil à ce moment-là, parce que vous allez être à fond dans le... ligne de texte et que l'imagination se fait dans votre cerveau, c'est moins facile d'être en excitation avec un livre qu'avec un film. Voilà. Même si les parents, moi j'ai la télé, je ne peux pas m'endormir si la télé elle ne s'arrête pas. Voilà. Elle va tourner toute la nuit et c'est ma berceuse en fait. S'il n'y a pas de bruit, j'arrive pas à... Voilà. Pas d'écran dans la chambre
Alors là, c'est marqué de l'enfant, mais ça, vous pouvez gentiment le rayer parce que le parent est totalement concerné par cette question. Et il est concerné depuis pas très longtemps, en fait, depuis au moins la période où la télévision existe. Voilà, donc ça va, ça fait pas très long, ça fait quoi la télévision? Ouais, tranquille. Ouais. Voilà, donc une sacrée règle quand même. Et pourtant, cette règle, elle n'est toujours pas appliquée dans beaucoup de foyers. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous, vous avez peut-être vos raisons. Toujours est-il qu'en fait, cet écran détruit la relation. Elle ne détruit pas. Elle n'aide pas à développer des relations d'intimité dans un couple général. En fait, c'est simplement parce que c'est beaucoup trop. Un bocal de bonbons. Surtout, tu ne le trouves pas, hein. C'est un enfant. Qu'est-ce qu'il va faire? Et là, il va l'allumer, il va jouer jusqu'à 4h du matin, il va regarder une émission jusqu'à pas d'heure, etc., etc. Et ça, c'est une réalité. Et là, on parle d'écran. Donc, on parle d'ordinateur, de télévision, on parle aussi de... Sachez quelque chose d'attractif dans la vie d'un enfant, de temps en temps, il y aura des écarts. Si c'est des écarts contrôlés, ça sera effectivement de temps en temps. Si c'est des écarts qui ne sont pas contrôlés, on va arriver sur des choses qui vont devenir régulières et ça va être de plus en plus difficile de casser ce rituel si vous ne changez pas la donne. Tout ça sont des recommandations de place. Bouger vos pratiques, c'est juste avoir conscience de l'ensemble des choses. Mais plus vous laissez de portes ouvertes à votre enfant sur cette question, et plus ce sera facile pour lui de se faufiler dans ces portes, et elles seront très difficiles à refermer derrière. Plus difficile que si, dès le début, vous aviez cadré ces usages. Alors, on revient ici. Alors, je ne fasse pas d'erreur de manipulation. Yes. Réguler le temps d'écran. Ça aussi, c'est des choses qui s'appliquent autant à des enfants que même pour vous en tant qu'adulte. Je ne sais pas quels sont. Si vous estimez que vous-même vous passez trop de temps dessus, est-ce que vous arrivez facilement vous-même à vous réguler? Est-ce que vous arrivez facilement vous-même à changer vos propres habitudes? C'est beaucoup votre outil de travail. Mais est-ce que vous travaillez jusqu'à 4h du matin? Non, mais ça veut dire que je passe 7 heures sur un écran. Déjà. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des bons logiciels pour suivre ça sans que ça soit le... Je vais répondre et puis je vais rebondir. Donc oui, effectivement, il y a un moment où il y aura l'outil de travail et là, ça va être très compliqué de faire sans. Après, il y a le moment aussi où il y aura les écrans loisirs et typiquement pas d'écran avant d'aller se coucher 1 heure avant. Moi, je fais partie des gens qui aiment bien regarder la petite série de Netflix avant d'aller me coucher et je ne respecte pas cette règle, d'accord? Je vous ai dit que moi-même, je n'étais pas un exemple de... Voilà. Je fais que vous donner des recommandations. Par contre, quand j'aurai un enfant, je sais que je vais devoir me faire violence pour changer ce rituel qui est très bien implanté avec ma compagne. On aime bien ce petit rituel-là. Mais il faudra que je le change parce que je vais avoir envie de montrer l'exemple à mon enfant et surtout, je vais avoir envie de ne pas le tenter. Voilà, de ne pas lui montrer que les règles que j'applique, que je lui demande d'appliquer, sont les mêmes que moi-même j'applique. Parce qu'en montrant cet exemple, c'est beaucoup plus facile pour que cette règle soit acceptée. Alors que si, chez vous, la règle c'est « oui, mais moi, je suis un adulte, c'est différent », alors moi, je me revois enfant, cette règle-là n'a jamais marché chez moi, d'accord, hein, je ne l'ai jamais acceptée, parce que pour moi, ce n'est pas normal. Voilà, ça n'a jamais été normal, donc à vous de voir si chez vous, ça peut passer comme argument, mais moi j'ai toujours été assez, j'ai eu toujours du mal à faites ce que je dis, fais pas ce que je fais. Voilà, même avec notre échelle avec les politiques, j'ai cette même réflexion, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Mais donc c'est des choses qui me gênent profondément. À vous de voir si vous l'acceptez ou pas, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours plus facile de faire appliquer ce type de règles quand on les respecte nous-mêmes. Donc moi, je me ferai violence et ce sera des moments où je ne regarderai pas la petite série Netflix. Je vais devoir changer ça, je trouverai un autre moment. Ou alors, on regardera une série en famille, sur un moment dédié à ça. Voilà, ça c'est mon choix personnel, à vous de faire les vôtres. Choisir les programmes vidéo ensemble. Alors ça s'applique à tout le monde de manière générale, mais... Ah oui, tu avais une question, pardon. Alors vas-y, repose-la. Oui, est-ce qu'il y a des logiciels qui permettent de gérer ce temps d'écran? Alors, il n'y a pas un logiciel général qui permet de gérer tous les temps d'écran confondus. Ça s'appelle la vie et les responsabilités, et il n'y a que vous qui pouvez le faire. Par contre,
sur votre smartphone, vous avez de plus en plus d'outils qui permettent les outils santé, qui permettent de contrôler combien de temps vous avez passé sur votre téléphone portable et voir sur quelle application vous avez passé ce temps. Plus les modèles récents, sur les modèles récents, ils ont tous cette application. Ça dépend de la marque, etc., etc. Mais farfouillez sur votre téléphone dans les zones où vous n'allez jamais, vous savez, les paramètres là. Voilà, là, vous farfouillez, il y a un truc santé quelque part, et vous allez pouvoir avoir des statistiques de vos usages. Et faites-le, honnêtement faites-le, parce que vous allez être impressionné du temps que vous passez vous-même sur votre écran. Ça, c'est pour les smartphones. Après, les tablettes, comme c'est le même système, vous devez retrouver le même type d'outils, que ce soit des Mac ou des Android. Et sur les ordinateurs, il existe des logiciels qui le font, mais là, par contre, je ne pourrais pas de tête t'en sortir précisément. Ça se trouve, voilà, ça se trouve. Il y a Windows qui fait quelque chose qui est pas mal du tout. Voilà, Windows, effectivement, a ça de préintégré, il me semble. C'est des informations que j'ai eues et je crois que les Mac aussi ont ça. Il y a un logiciel où on peut régler à la fois le temps, mais à la fois les plages horaires aussi. Ouais. C'est assez bien fait, moi, je trouve. Et puis, on peut limite aussi les sites en fonction des âges. On rentre la date de naissance de l'enfant. Tout à fait. Et il y a pas mal de choses intéressantes à faire. Et on peut ou pas, c'est au choix, avoir un compte-rendu d'activité de l'enfant, si on le souhaite. Mm-hmm. C'est un choix. C'est un choix, tout à fait. Alors, on en parle là de logiciels, de gestion, de contrôle, etc. Il en existe plusieurs. Ils ont des forces et ils ont aussi des faiblesses qui sont, pour moi, problématiques en fait, parce que c'est des règles d'usage qui sont faciles à contourner, on peut biaiser le système, etc. Et surtout, il suffit quand on a un adolescent, qu'on a 14 ans et qu'on sait très bien utiliser YouTube, on tape « Comment contourner Family Link » et vous avez 150 vidéos d'adolescents qui vous expliquent comment faire. Et comme eux, c'est leur méthode de communication, leur façon de faire et leur premier réflexe, vous inquiétez pas qu'ils trouveront très très vite comment faire. Donc, c'est pour ça que le dialogue du parent ne doit jamais être rompu. Il ne faut jamais faire confiance à un outil en se disant « c'est bon, il va bosser à ma place, j'ai plus rien à faire ». Non. Si vous pensez ça, vous allez vraiment à l'encontre de problèmes et de désillusions et vous ferez partie de tous ces parents qui mettent plein de commentaires négatifs sur l'application Family Link et qui expliquent comment contourner Family Link dans les commentaires de l'application. Voilà. Donc moi, mes techniques, c'était dans les commentaires. Un papa, genre, oui, c'est inadmissible, mon enfant, il lui a suffi de passer en mode avion et il a pu contourner complètement le système de Family Link, etc. Passer en mode avion pour contourner le système. Merci papa, j'ai l'astuce. Donc voilà, c'est très facile de contourner ce genre d'outils et qui plus est, en passant en mode avion, vous coupez les réseaux Internet. Du coup, Family Link, qui a besoin d'Internet pour identifier le temps d'usage, ne pourra pas fonctionner. Et techniquement, si vous lancez un jeu et vous passez en mode avion, si ce jeu ne nécessite pas Internet pour fonctionner, vous pouvez y jouer. Voilà, non-stop. Voilà. Et ça dépend encore des appareils, etc. Moi, je te dis de mettre le avion parce qu'il me fait exploser le forfait, forcément. Et donc, il est à mode avion, mais si ça fait ça, en fait, En fait, le mode avion couple Internet, donc il ne payera pas d'accès à Internet, mais par contre, il ne payera pas d'accès téléphonique non plus, mais par contre, il pourra quand même jouer à une application qui ne nécessite pas d'Internet pour fonctionner. Et ça dépend, tous les jeux ne le font pas, certains oui, d'autres non, mais il y a des jeux qui se jouent en solo et qui n'ont pas besoin de ça, typiquement. Voilà, donc du coup, les programmes, donc on parlait du temps d'écran, on parlait de tout ça, les logiciels d'aide à la parentalité, il y en a, il y en a de plus ou moins performants, il y a des forces et des faiblesses. Il faut que ça s'accompagne d'un dialogue, c'est très important. Voilà, moi je peux vous en recommander un parce qu'en fait on aide à son développement et vous n'arriverez pas à le trouver. Et c'est là où c'est intéressant. Donc je peux vous en parler, mais il faudra passer par nous si vous êtes intéressé pour l'avoir. C'est le logiciel Phonics Health. Il est en développement. Donc c'est le laboratoire qui est en train de faire des tests avec. Et donc nous on est sur un partenariat pour aider au développement pour qu'il s'adapte aux familles. Donc on a plein de retours justement de tout ce que j'entends régulièrement. Eux, ça leur sert pour alimenter l'outil et créer quelque chose de vraiment adapté. Ça ne passe pas par les services Google, donc vous ne le trouverez pas sur le Play Store. Ça ne récupère pas vos données personnelles, donc c'est beaucoup plus éthique. Et surtout, ça contrôle votre téléphone dans son ensemble et pas exclusivement les produits estampillés Google comme le fait Family Link. Typiquement, sur un téléphone avec Family Link, si vous avez Mozilla Firefox pour vos navigations Internet, vous pouvez regarder du porno avec Mozilla, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas le contrôle, le Family Link va juste porter sur Google Chrome, ses outils à lui. Et ça, il faut en avoir conscience aussi. Donc c'est en connaissant les outils et les faiblesses des outils que vous allez pouvoir les utiliser au mieux. Ouais. Au même titre qu'avec un marteau, on n'enfonce pas des vis, il faut trouver l'outil adapté pour ça.
Choisir des programmes de vidéo ensemble. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses que vous pouvez faire de manière générale. Alors là, la règle, elle est assez simple, c'est qu'en choisissant ensemble, déjà, c'est 1, convivial, de 2, adapté à l'âge, et de 3, vous évitez une grande partie de la publicité que vous pouvez trouver sur différents services. Voilà. Moi, mon ennemi personnel, c'est la publicité aujourd'hui. Voilà, c'est mon combat, mais ce n'est pas forcément le vôtre. Du coup, moi, je vous recommanderais toujours d'avoir un temps avec moins de publicité. Voilà. Faut savoir que ça représente 20 minutes sur une heure de... Voilà. Une heure d'écran, télévision ou Internet de manière générale. Le temps de publicité que vous allez regarder, c'est 20 minutes pour un jeu vidéo ou des réseaux sociaux, sur une heure d'usage. Donc voilà, si vous passez 8 heures devant une télé, je vous laisse faire le calcul de combien d'heures de publicité vous avez regardé. C'est des chiffres du CSA de 2015, donc ça a peut-être changé depuis. Inviter l'enfant à parler de ce qu'il voit, ce qu'il fait sur les écrans. Ça, oui. Donc quand il est jeune, beaucoup plus, quand il est grand, certainement un peu moins, parce que comme tu l'as dit, tu n'as pas envie de savoir ce qui se passe. Il y a effectivement la partie jardin privé et qu'il va falloir préserver. S'il veut vous en parler, c'est bien de lui avoir indiqué qu'il a toute sa place pour la discussion, mais qu'effectivement, vous n'êtes pas obligé d'être au courant de tout, mais s'il veut vous en parler, pourquoi pas. Voilà. Il y a beaucoup de questions qui se jouent aussi à cet âge-là sur comment on drague aujourd'hui, et il y a beaucoup de parents qui n'ont pas la réponse. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de photos de pénis qui circulent sur les réseaux de rencontres, que c'est un mode de rencontre aujourd'hui, plutôt que de discuter et de construire une relation, on va envoyer une photo, une dick pic, voilà c'est le terme, de son engin pour aller directement à l'essentiel, parce qu'on n'a pas le temps de discuter. Voilà. Et ça c'est un classique chez les adolescents et chez les grands adolescents. Voilà, parce que moi qui ai rencontré ma compagne sur les réseaux de rencontres, elle m'a dit qu'elle, donc à 25 ans à l'époque, elle en recevait une par jour d'un inconnu. Voilà, c'était un rythme régulier. Voilà. Donc comme quoi, même à 25 ans, on ne sait toujours pas comment aborder des personnes, et c'est toujours un sujet de discussion que vous pouvez avoir avec vos enfants, c'est très intéressant, et ils se la posent, cette question. Et peut-être qu'ils n'iront pas en parler directement avec vous, mais ils se la posent. Donc on discute de ce qu'on voit et de ce qu'on fait sur les écrans, et typiquement de ce qu'on fait sur les écrans, voilà, on évite d'envoyer ce genre de photos, parce que ça peut être, et de 1, de harcèlement sexuel, et donc c'est puni par la loi, et de 2, il y a quand même votre engin qui est en train de faire le tour d'Internet, donc du monde entier de manière générale, et ça peut finir sur n'importe quel site. Alors je parle des garçons parce que je me sens concerné, mais les jeunes filles, c'est pareil. Voilà. Des photos des poitrines, des photos des parties, des photos des fesses, énormément. Voilà. Ça circule énormément aussi, et ça finit pas sur des sites où vous aimeriez que vos enfants terminent. Encourager les activités de création. Alors bon, ça c'est mon métier, donc je peux faire que défendre cet argument. C'est l'usage créatif et ludique des écrans, c'est faire des choses qui ne sont pas simplement consommer du média, mais contribuer, participer, créer, être en activité. Coder des jeux vidéo, coder des robots, faire de la photo, faire du film, faire du montage. C'est des compétences qui, déjà professionnellement, peuvent être très demandées. Voilà. Si vous bossez par exemple comme moi dans une petite asso, je fais la com, les affiches, je fais le montage, les vidéos, etc. Je ne suis pas un expert de ce domaine, mais je touche un petit peu à tout. C'est très utile au quotidien et c'est un loisir qui est quand même vachement agréable parce que ça devient un outil d'expression aussi. Voilà, typiquement, moi j'ai des jeunes, là voilà, j'ai un cas très concret. Je prépare un stage sur de la programmation ludique avec des jeunes pour les vacances d'avril. Sauf que le professionnel où j'interviens m'a expliqué que, pas plus tard que la semaine dernière, une personne s'est défenestrée dans un immeuble et que ça a mis une ambiance très maussade au sein des familles, surtout que c'est une personne qui était connue, donc il y a beaucoup d'enfants qui ont été traumatisés et choqués. Elle m'a dit, il y a un risque que ces enfants aient besoin de s'exprimer et utilisent ce stage pour parler de cette histoire parce que ça les a traumatisés. Et je lui ai expliqué que c'était une excellente chose en fait. S'ils peuvent se servir d'un outil comme celui-là, comme un espace d'expression, ils peuvent dire ce qu'ils ont envie, sans être restreints, sans barrière, sans filtre, et vraiment parler de leurs émotions, mais c'est excellent en fait. C'est l'usage approprié. C'est des choses qu'on ne mettra pas sur Internet, parce que c'est personnel. Mais pour eux, si ça peut devenir un moyen d'en parler, et banco en fait. Donc les usages créatifs, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, et il suffit de voir aussi comment a évolué aujourd'hui l'univers du jeu indépendant, comment a évolué aujourd'hui l'univers de la bande dessinée, et vous voyez qu'effectivement les usages, donc le numérique est utilisé beaucoup dans ces outils pour retravailler des dessins, pour les numériser, pour les mettre en ligne, etc. Mais les histoires, maintenant, elles sont beaucoup plus percutantes, je pense, qu'à une certaine époque. Genre, Obélix et Astérix, c'est intéressant, mais très vite, on a fait le tour. Il n'y a pas des sujets
Il n'y a pas forcément des sujets forts, alors qu'aujourd'hui, avec la bande dessinée, on a des sujets qui parlent du féminisme, qui parlent de l'homosexualité, qui va parler de politique, de plein de choses, bref, des sujets d'actualité, mais c'est grâce à ces outils d'expression qu'on y arrive. Donc moi, je suis complètement pour la créativité, l'art de manière générale. Je considère le jeu vidéo comme un art. Alors, on va avancer un petit peu, et est-ce qu'il y a des questions? Parce que je parle beaucoup, n'hésitez pas. C'est bon? Ah, sur le chat, quand même, je me disais depuis le temps. Quelqu'un qui demande si ça serait possible d'avoir le lien de l'application de contrôle. Le lien de l'application de contrôle. Alors, Phonics Elf, il va falloir passer par l'association Pangolin. Vous rentrez en contact avec nous et nous, on vous redirige vers le laboratoire. Voilà, tout simplement. Ils ont des créneaux spécifiques et l'autre possibilité, c'est qu'on mène un temps d'accompagnement pour vous présenter l'outil et vous inscrire directement avec le labo. Il faut savoir que si ça passe par nous aussi, la licence est gratuite. Précision, alors que c'est un logiciel qui est payant. Si, on peut aussi faire des interventions où là on peut vous en parler pendant un petit moment et faire un complément autour du smartphone de manière générale, plus une intervention, et là ça serait quelque chose de plus collectif. Donc soit vous passez par nous, soit on en reparle plus tard, mais voilà, il y a moyen. Et le logiciel s'appelle Phonics, comme le phénix, mais en téléphone, phone, Phonics Health. Et vous n'arriverez pas à le trouver facilement sur Internet parce qu'elle n'est pas en libre accès, cette application. Voilà. D'autres questions? Non? Allez, on continue tranquillement. Alors, pardon? Il reste 15 minutes. Il reste que 20 minutes? Déjà? Il est 7 heures. Mince! Il faut me le dire, hein, sinon voilà. Bon alors je vais zapper beaucoup de choses, on va aller vers l'essentiel. J'ai énormément parlé, je m'en suis absolument pas rendu compte. Donc ça, ce sont les différentes réglementations que vous pouvez trouver sur les jeux vidéo. Et je vais passer, si vous voulez qu'on parle des jeux vidéo, on en reparlera précisément. On va passer très brièvement, parce qu'en plus ça c'est très très simple. Avant 3 ans, il y a une seule règle, c'est pas d'écran avant 3 ans. Tous les experts de la santé vous le précisent. Si vous avez suivi des programmes d'accompagnement jeunes enfants, vous avez dû en entendre parler autour de vous. Pas d'écran ou très peu d'écran avant 3 ans, c'est fortement conseillé parce que les écrans perturbent le développement d'un enfant à cet âge-là. Il ne découvre pas le monde comme il devrait le faire et donc il va prendre du retard pour se déplacer, du retard pour apprendre, etc., etc. Je suis désolé, je vais aller un petit peu vite sur cette question, surtout que les vôtres, ils ont grandi. De 3 à 6 ans, bon bah là en fait, il y a une autre règle, c'est pas d'écran ou peu d'écran avant 6 ans, c'est pas plus mal. Voilà, donc là pareil, jusqu'à 6 ans, c'est plutôt recommandé d'éviter les écrans. Toujours pareil, pour éviter que votre enfant soit ralenti dans son développement, il va découvrir d'autres choses et il y aura d'autres besoins à cet âge-là. Donc l'écran est un outil perturbateur de manière générale. Il focalise votre attention et quand vous regardez un écran, vous ne faites pas autre chose. Donc si vous voulez que votre enfant il joue à des jeux, à des cubes, qu'il découvre les Lego, qu'il découvre ci et ça, ou les Playmobil ou peu importe, il va falloir qu'il joue avec. Il va falloir qu'il lui prenne du plaisir et que ce plaisir lui donne envie d'y retourner. Pareil pour les livres, pareil pour la musique, le piano, etc. Si c'est votre passion, vous pouvez le transmettre déjà petit à petit à votre enfant à cet âge-là. Ce qui est très important, par contre, c'est l'interaction que vous allez avoir avec lui. Donc, quitte à mettre un écran, c'est plus sympa de mettre un petit jeu vidéo et de jouer avec lui, genre des ballons qui éclatent sur la tablette ou des choses comme ça, parce que c'est l'interaction que vous allez avoir avec lui qui va être vraiment important à cet âge-là, et pas spécialement l'outil. Voilà. Si vous jouez à un jeu de société, vous aurez le même rapport que si vous jouez à un jeu vidéo avec votre enfant à cet âge-là. Par contre, si vous laissez cette porte ouverte trop facilement sur les écrans, c'est déjà à cet âge-là où il va commencer à avoir des comportements perturbateurs. Et c'est plus facile de gérer la crise après un jeu de société. Bon, il y a de mauvais joueurs, c'est une autre question, mais qu'après après un écran où là, généralement, c'est le côté on n'arrive pas à gérer, donc il faut que ça sorte. Et c'est cette crise-là, les pleurs, le drame, ce que vous ne voulez pas avoir en tant que parent. Voilà. Et à l'inverse, dire je vais mettre mon enfant devant un écran pour pas qu'il pleure, vous vous rendez bien compte qu'il y aura un problème dès que vous allez arrêter l'écran. Voilà. Donc, soit vous faites tourner l'écran pendant 8 heures, soit vous décidez d'éviter de le faire tourner. Ou trouver un compromis acceptable. S'épanouir, 3 à 6 ans. Je suis désolé, j'ai passé un petit peu rapidement sur cette tranche d'âge-là. Globalement, il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est juste un âge où il vaut mieux multiplier les découvertes. C'est très important. Et on peut encore continuer à multiplier les découvertes de 7 à 9 ans. Mais là, généralement, l'écran va prendre une autre forme. On va commencer à vouloir rentrer dans les jeux sociaux aussi. Et on va vouloir jouer sur les écrans, mais avec les autres un petit peu. Alors, les grands frères, les grandes sœurs,
c'est le moment où on a envie de faire comme eux, et donc de jouer avec eux, de tenir la manette dans la main. Bon, la manette, elle n'est peut-être pas branchée, parce que bon voilà, mais globalement, on a envie de le faire. C'est aussi un moment où les parents ont envie d'offrir une console portative à son enfant. Les experts de la santé, notamment Tisseron, ne le recommandent pas trop à cet âge-là. Qui dit portative dit on l'amène n'importe où, donc potentiellement dans les toilettes, donc potentiellement dans sa chambre, et dans la chambre, on n'a plus trop de contrôle. Et si on suit les conseils de Sabine Duflo, pas d'écran dans la chambre, fait résonance avec cette information-là. Donc, c'est possible une console de salon, c'est possible des jeux sur ordinateur, mais la dextérité n'est pas la même. Enfin, moi, personnellement, je préfère jouer sur ordinateur, mais c'est un choix personnel. Quoi qu'il en soit, jouer ensemble avec ses enfants, c'est possible aussi à cet âge-là. Vous pouvez faire des jeux PEGI 3, PEGI 7, les âges de recommandation pour cette tranche-là, adaptés, tout public. Vous pouvez avoir un petit temps jeu vidéo avec votre enfant, et là, vous voyez qu'il n'y a plus de chronomètre sur le temps, parce qu'en fait, c'est les règles à la maison. 1 heure par jour fait partie des choses acceptables aux yeux de la santé, sans que ça crée de problèmes majeurs derrière. De troubles, on va parler de troubles, sans que ça crée de troubles chez l'enfant. Et c'est pas obligé de faire aussi 1 heure par jour. Hein. Vous pouvez faire 3 heures dans la semaine et vous répartissez ça comme vous voulez. C'est aussi intéressant de commencer à mettre en place les débuts des règles et de laisser une petite part de choix pour l'enfant, du choix contrôlé, du choix orienté. Tu as le droit à 3 heures, ça c'est pas ton choix. Par contre, tu as le droit de choisir où tu le mets. Et par contre, c'est 1 heure maximum par période. Donc tu choisis. Et là, il va dire, ah, je veux tout le samedi et le dimanche. D'accord, bon, très bien. Mais du coup, ça fait 2 jours. Donc 1 heure, 1 heure. Tu veux mettre où la dernière? Je sais pas, le lundi. Il y a école, tu penses que c'est le bon moment? Non, tu as raison. Peut-être le mercredi, il y a moins école, ou je sais pas, ça dépend des plannings de chacun. Vous lui donnez la possibilité de commencer à choisir et de commencer à prendre en main un petit peu cette responsabilité de gestion des écrans. Attention, il n'est pas responsable, c'est vous le responsable. C'est vous qui dites non, c'est vous qui punissez, c'est vous qui dites stop. D'accord? Vous vous attendez pas à ce que à cet âge-là, votre enfant se dise « Oula, j'ai fait 1 heure là, ça commence à faire beaucoup, je vais arrêter et je vais aller prendre un livre. » Ça, non. Il n'y a aucun enfant qui le fait, d'accord? Lui, c'est genre, je peux gratter 10 minutes, je peux gratter encore 20 minutes. Ah, elle ne s'en est pas aperçue, je peux gratter 1 heure de plus, c'est bon. Ouais. Alors je dis elle parce que c'est souvent les mamans qui râlent et rarement les papas. C'est une grande question de la place du parent sur l'éducation des écrans, et du papa notamment, parce que c'est souvent lui qui montre le mauvais exemple sur les usages. Papa, si tu m'écoutes, je ne vous vois pas sur le chat, mais je sais. Alors, c'est pas forcément du sexisme, c'est un fait, et c'est tellement un fait que quand je fais des interventions dans certains quartiers, je pense notamment les quartiers de la Villeneuve, les quartiers des Baladins, les quartiers de Prémol, des quartiers où la culture, c'est souvent la femme qui s'occupe des enfants. La place du papa est un vrai problème de société chez eux. Voilà. Et ce côté, maman, elle dit toujours non, papa dit toujours oui, donc papa, il est trop cool, mais maman, elle est super chiante, c'est aussi une réalité. Genre, l'éducation, ça se fait à plusieurs, d'accord? Si on est un foyer, c'est encore mieux d'avoir 2 voix qui vous disent la même chose, qui vont dans 2 oreilles, comme ça, là. Ça fait stéréo, c'est mieux qu'une seule personne qui dit oui et l'autre qui dit non et qu'à la fin, les consignes sont perturbées. Parce qu'il faut savoir qu'à cet âge-là, aussi, un enfant, il a très vite compris que « Maman, je peux aller sur les écrans? Non. Ok. Papa, je peux aller sur les écrans? Oui. Ting! Mais papa, il a dit oui. Et après, vous vous débrouillez. Voilà, ça, ils savent faire, d'accord? Donc du coup, c'est bien d'être raccord sur les règles. Et si vous mettez des règles à la maison, c'est aussi plus facile de les faire respecter quand tout le monde est d'accord. Et si vous, en plus, vous montrez l'exemple, c'est encore plus facile. Du coup, voilà, 7-9 ans, il y a un vrai intérêt sur la question et ils vont vouloir vraiment aller dessus. Aussi, un peu plus, ils peuvent être plus intéressés à cet âge-là. C'est aussi le moment où il va falloir savoir quand c'est nécessaire de resserrer la bride. L'écran seul, oui, mais on paramètre ton appareil. Donc, il peut être sur le canapé à regarder. Donc, s'il aime bien regarder des vidéos, peut-être YouTube Junior, qui sera plus adapté à son âge que le YouTube classique. D'ailleurs, contrôlez aussi ce qu'il regarde sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de vidéos proposées automatiquement sur des tablettes quand c'est des enfants qui sont d'une qualité exécrable, faut dire ce qui est, qui sont en fait juste de la publicité déguisée avec les fameux influenceurs qui vont ouvrir des paquets cadeaux, etc. Et les enfants, ils adorent ça, donc forcément, ça marche très bien. Et donc, comme ça marche bien, YouTube le met en avant, mais contrôlez ce qu'il regarde, discutez avec lui et essayez de... Alors, ça, c'est aussi un truc de parents. Vous voulez toujours qu'ils apprennent des trucs, d'accord ?
Non, il y a des moments où votre enfant il a aussi besoin de souffler comme vous, d'accord, hein, de rentrer d'une journée d'école, il a passé une journée à apprendre des trucs. Si vous regardez des trucs nuls, pas intéressants, et vous en tant que parent vous trouvez ça d'une qualité très mauvaise, à vous de voir la part d'acceptation, mais laissez-lui cette part de loisir quand même. Il a besoin de se défouler. Donc si vous regardez une vidéo que vous estimez nulle, genre moi, ma mère, elle détestait que je regarde Pokémon, parce qu'en plus les dialogues de Pokémon sont d'un niveau, les monstres répètent juste leur nom en boucle. C'est ça concrètement le dialogue. Donc ma mère pétait un câble, mais c'était un outil indispensable pour pouvoir discuter avec les copains dans la cour de récré. Si je ne regardais pas ce dessin animé-là, mais j'étais largué en fait. Donc du coup, j'avais besoin, voilà, on parlait du besoin, j'avais besoin de regarder ça pour pouvoir maintenir la discussion, parce que c'était le truc qui venait fureur au collège à l'époque. Et toujours d'ailleurs maintenant encore aujourd'hui. Il y a un historique où on peut, enfin du coup, si je peux aller voir sur l'ordinateur de mon enfant, voir ce qu'il a regardé toute la journée. Alors, sur n'importe quel appareil, historique de navigation. Et en navigation classique. Cet historique est effacé à la fin de chaque navigation. Voilà. Mais s'il ouvre juste Internet et qu'il ne sait même pas que ça existe, beaucoup de gens, voilà. Eh bien, vous ne pourrez pas le savoir. Alors, en fait, moi, je viens de l'apprendre. Il a l'avion et j'ai dit, je vais en navigation privée pour... et donc, je pense qu'il a compris. Malheureusement, effectivement, je pense qu'on n'a pas fait attention. C'est pas une mauvaise chose. Et bien déjà, c'est même plutôt une bonne chose s'il sait utiliser la navigation privée. Voilà, ça c'est le technicien qui parle, d'accord? Mais c'est pas une mauvaise chose. Alors, il faut savoir aussi un truc. Ouais. Oui, mais est-ce que c'est une bonne chose d'aller voir selon vous? Alors, pour ceux qui n'entendent pas, parce qu'il n'y a pas le micro, la question c'est est-ce que je peux aller voir l'historique de navigation de mon enfant? En fait, vous allez pouvoir voir tout ce qui a été fait sur cet ordinateur-là, précisément. Donc, dans plein de petites anecdotes que je peux vous raconter. Moi, j'ai un enfant qui s'est fait sévèrement gronder par sa mère, parce que sur l'historique de navigation, il y avait effectivement des sites pornographiques qui avaient été consultés, etc. Il s'est fait exploser. Il n'a rien dit, il a assumé. 2 heures après, il est allé voir son père, et son père lui a dit « Merci mon fils », et il lui a filé un petit billet. D'accord? Donc l'historique de navigation, c'est l'appareil en général, d'accord? Donc comprenez bien que n'importe qui peut consulter cet historique, mais c'est parce que c'est l'historique qui va être utilisé dans la maison. C'est par contre délicat d'aborder cette question si vous avez identifié des sites qui ne vous plaisent pas à vous en tant que parent. C'est délicat d'aborder cette question frontalement avec votre enfant parce que déjà, il y a un moment de gêne, c'est compliqué, etc. Mais vous, en tant que parent, c'est plutôt vous dire « Mon enfant consulte ces sites, c'est des questions qui commencent à le titiller. » Ce serait peut-être bien de lui parler de sujets qui abordent la sexualité sans forcément parler de la pornographie. D'accord ? Et c'est bien de parler de la sexualité comme voilà, les outils de protection, le planning familial si vous ne vous sentez pas à l'aise sur la question, plein de ressources possibles dans une discussion pas forcément frontale, mais laisser sous-entendre la chose, parce que peut-être que lui commence aussi lui ou elle, parce qu'il y a des femmes aussi qui regardent de la pornographie, mais peut-être qu'elle se pose des questions sur le changement du corps, sur la relation amoureuse. J'ai eu cette discussion notamment avec ma compagne qui me disait qu'elle, quand elle était plus jeune, elle pensait que sortir avec quelqu'un, c'était se tenir la main et s'embrasser. Mais quelque chose, ouais, j'ai vu, merci. Quelque chose d'assez public. Alors je parle de pornographie parce qu'il y a une intervention spéciale qui va arriver après la mienne plus tard. Tu peux me rappeler la date ? Ce sera au mois de mai. Au mois de mai, vous aurez une autre intervention sur cette question. Mais j'introduis juste, voilà, simplement. Donc voilà, elle pensait qu'en fait se tenir la main, c'est quelque chose. Et donc il y avait un défilé des gens qui sortaient ensemble dans la cour et on devait tous se tenir la main et s'embrasser publiquement. Donc quelque chose qui fait peur. Donc elle comprend. Pas envie de s'afficher. Donc les questions, il faut toujours vous rappeler que ce sont des enfants et ils se posent des questions. Et votre regard d'adulte et votre expérience d'adulte, c'est pas le même que le leur. Il faut toujours vous remettre à sa place. Voilà. Peut-être que la pornographie, c'est le seul moyen aussi de voir ce que lui ne peut pas voir, tout simplement. Et la qualité de la pornographie n'est pas forcément bonne. Voilà, ça dépend. Ça dépend le type de pornographie qu'on regarde aussi. Bon, généralement, massivement, c'est plutôt un produit fait par des hommes, pour des hommes, avec des clichés très virilistes et plutôt toxiques. Aujourd'hui, la pornographie change un petit peu avec des femmes qui rentrent dans ce domaine, qui font de la pornographie plutôt orientée pour des femmes. Je vous laisserai regarder ça si ça vous intéresse. Bref, il reste 15 minutes. C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses. Je vais juste tranquillement aller vers les 12 ans. Je vais devoir passer un peu moins de temps. Et je pense que si c'est nécessaire qu'on refasse une intervention, on pourra aussi en reparler.
10-12 ans. Donc là, on a besoin d'explorer et c'est le moment où Internet va vraiment devenir un outil dont on a besoin, voilà, pour comprendre les choses. Parce qu'on va vite comprendre que les parents ont leurs limites aussi. D'ailleurs, bien souvent, les 12-14 ans, je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'entends beaucoup de parents qui me disent « Moi, de toute façon, je ne sais rien faire, donc je lui file l'outil et il se débrouille. » Voilà. Bon, bah, les enfants, ils vont faire ce que font un enfant, donc ils vont essayer, se tromper, essayer, se tromper, etc. Et à un moment, ils vont y arriver. Alors que nous, adultes, l'erreur, se tromper, c'est pas bon, voilà, c'est une mauvaise chose. Et on se dit, si je me plante et que je plante l'appareil, c'est 400 € que je vais devoir repayer. Voilà. Alors qu'un enfant, lui, il s'en moque, il va continuer jusqu'à ce que ça marche. C'est aussi la différence. Voilà. Voilà. Et par contre, voilà, et s'il explose, bah, c'est pas qui paye. Déjà entendu de la bouche d'un enfant. Donc, 10-12 ans, on a besoin d'explorer, donc on va commencer à être un peu plus intéressé par Internet aussi, mais à cet âge-là, je rappelle, 15 ans, majorité numérique, 12-13 ans, l'usage d'Internet, ça va être des choses qui vont commencer à être vues dans les établissements scolaires, pour certains, ça dépend du programme et ça dépend des profs, mais on va commencer aussi à faire des recherches sur Internet, sur Wikipédia, pour les exposer, etc. Donc, on peut commencer à cet âge-là déjà à introduire un peu Internet, et vous pouvez, vous aussi, parents, très facilement, faire des petites sessions Internet avec votre enfant pour commencer à l'initier un petit peu à tout ça, en faisant un truc super cool qui s'appelle aller chercher une recette de cuisine et faire le plat que vous voulez. Voilà. Activité de recherche, voir les sites, parler du fameux pourquoi il y a 3 sites qui apparaissent toujours quand on recherche avec marqué annonce devant. Qu'est-ce que la publicité sur Internet? C'est l'occasion d'en parler avec votre enfant. Donc cherchez un site qui vous plaît, trouvez une recette qui vous plaît et ensuite passez à la réalisation. Donc on sort de l'écran, l'activité écran est terminée. On a une activité maintenant pâtisserie, voilà, cuisine, ce que vous voulez. Et à la fin, on mange un bon plat. Et bien ça, c'est une expérience super chouette. C'est pas très compliqué. Vous pouvez commencer avec des crêpes ou le fameux yaourt, gâteau yaourt, c'est la base. Et après, vous pouvez monter vers des plats plus importants. Et en plus, vous lui apprenez à cuisiner, ce qui est des compétences toujours intéressantes dans sa vie d'adulte. Donc voilà, on peut commencer petit à petit à aborder le numérique à cet âge-là. Il y a toute une question sur la quête identitaire. J'aurais bien voulu vous montrer le document. On n'aura pas le temps. Mais Christine Canard a fait beaucoup de travaux dessus. Sur le explorer, s'exposer, s'évaluer. Si ça vous intéresse, je vous enverrai les ressources. C'est un petit tableau pour comprendre un petit peu ces 3 piliers fondamentaux de la quête identitaire. Et je vous laisserai faire vous-même les parallèles entre cette quête et les réseaux sociaux. Vous faites tous les parallèles que vous voulez et vous allez voir qu'en fait, ils répondent totalement à cette demande. On avance et on va parler des 12 ans et des 12 ans plus. Alors, Internet, oui. Mais les horaires sont toujours décidés ensemble. Il n'est pas encore en usage totalement libre, mais vous pouvez être plus souple. Voilà. Il va avoir aussi d'autres types de besoins. Il va vous demander, par exemple, le téléphone portable, vous pouvez prendre un téléphone smartphone, mais vous pouvez aussi ne pas prendre de data, donc pas de connexion hors Wi-Fi pour Internet. Je pense notamment au forfait free à 1 € ou 2 €, je ne sais plus très bien. Mais globalement, il n'y a pas de data, donc il n'y a pas de connexion Internet possible en dehors d'un réseau Wi-Fi. Votre foyer fournit du Wi-Fi, il va pouvoir utiliser Internet dans l'enceinte de votre maison. Bon, mais le foyer du copain aussi ou du voisin fournit du Wi-Fi. Donc quand il ira là-bas, vous ne pourrez plus être en contrôle. Mais au moins, le temps à la maison, vous pourrez encore garder une certaine forme de contrôle par rapport à ça. Voilà. Pour les parents qui se posent la question, j'ai aussi des enfants qui ont des datas de 150, 200 gigas qu'ils ne vont jamais utiliser, mais tout seuls. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils le partagent avec les copains. Et ils vont apprendre tout seuls à faire le partage de connexion, et ils vont se faire des sessions, ils vont se regrouper, jouer à un jeu vidéo tous ensemble, grâce au Wi-Fi du copain après la récré. Voilà. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, parce que moi, sur du regard technique, ils ont appris à faire un partage de connexion. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ne savent pas faire? Peut-être. Ils ont appris, ils fonctionnent en réseau, ils sont organisés, c'est une activité sociale, ils jouent ensemble, et de toute façon, à un moment, il faut quand même rentrer. Donc, ils vont rentrer, mais ils auront une activité plutôt sociabilisante d'un usage des réseaux sociaux. Et quoi qu'il en soit, il faut que les copains soient à côté pour pouvoir y jouer. Donc, ils sont quand même ensemble, même si pour vous, vous avez cette sensation, ils sont tous ensemble derrière un écran. Eux, ils sont ensemble en activité derrière l'écran, mais ils sont quand même ensemble physiquement. Et ça, pour eux, c'est important. On parle de ce qu'on voit et de ce qu'on entend sur Internet. Là, en plus, on est en plein dans les actualités avec la guerre en Russie, c'est génial. Vous pouvez parler des fake news, vous pouvez parler du piratage, vous pouvez parler de la sécurité informatique. C'est un super sujet de discussion en ce moment. Préserver ses temps de sommeil, pas de téléphone Wi-Fi la nuit. C'est aussi le moment où on va avoir tendance à faire plus d'excès et c'est le moment où on va se lever la nuit et récupérer le téléphone portable qui traîne dans le salon pour le ramener dans la chambre et y jouer jusqu'à pas d'heure sur la couette.
Voilà. Je sais que parents, vous l'avez tous fait, de prendre un livre et d'allumer la lampe de poche sous les couvertures et de continuer à lire un livre. C'est une autre période, une autre génération. Eux, ils vont récupérer leur smartphone pour faire une activité qui est aussi intéressante que celle que vous faisiez à l'époque. Explorer et créer sur Internet, ça, oui, mais faites attention. N'importe qui a envie de faire ce qu'il voit, d'accord ? On se base sur les modèles d'adultes, c'est souvent qu'est-ce que tu veux faire plus tard, comme papa ou comme maman, comme métier. Petit à petit, on en découvre d'autres et on se rend compte qu'il y a peut-être d'autres métiers intéressants. À cet âge-là, à notre époque, ils vont passer beaucoup de temps sur YouTube, ils vont être ou des réseaux sociaux, ils vont être en contact avec les fameux influenceurs. Ces personnes qui sont payées pour présenter des produits publicitaires d'une manière ou d'une autre. Et ils veulent en grande partie devenir influenceurs. Voilà, c'est genre le métier de l'avenir, etc. Oui, il y a des gens qui gagnent leur vie dessus. Oui, c'est ultra concurrentiel. Et oui, plus de 80% des gens se cassent la figure sur ce type de métier. Mais il y en a qui gagnent très très bien leur vie. Voilà. Pour exemple, je vais juste vous citer un YouTuber / Twitcher / média du jeu vidéo qui s'appelle Gotaga, qui a gagné 250 000 € pour faire ce qu'on appelle une OP, donc une opération avec un produit, un jeu vidéo. 250 000 € en une semaine de travail. Ça fait rêver à peu près n'importe qui. Voilà. Je pense que si on prend tous nos salaires réunis de cette année, on n'y arrive pas. Donc du coup, ça donne forcément envie. Sauf que, en fait, ces personnes qui vivent excellemment bien de ce métier, c'est même pas 2% des Français. Voilà. Donc il faut toujours remettre tout ça dans un contexte global. Par contre, oui, on peut quand même se sortir un petit salaire avec. Donc si votre enfant a de l'intérêt et surtout s'il manipule déjà la créativité numérique, il a plus de chances de percer que simplement parler de produits qui sont déjà présentés par plein d'autres personnes, etc. Oui. Parce que mon fils, il est dans ce cas-là. Et mon fils, il est dans ce cas-là. Et c'est vrai que je trouve que son imagination, elle est débordante. Mm-hmm. Ouais. Donc en fait, je ne trouve pas que ça l'a fait. Pourtant, il ne va pas sur le net, sur les écrans tout le temps. Mais je veux dire qu'il les connaît pratiquement tous. Et, voilà, ouais. Et je trouve que lui, il a des idées, il a même créé un jeu, il a fait ses règles du jeu, mais vraiment. Ouais. Il faut encourager ce genre de pratique, surtout s'il est sur la création de jeux de société. Vous revenez me voir à la fin, on en rediscute, parce que sur mon temps libre, je crée des jeux de société et je peux lui donner des raisons qui peuvent l'accompagner à la création de jeux de société, si vraiment il veut pousser l'activité. Voilà. Mais effectivement, c'est complémentaire. Et en plus de ça, on a besoin de compétences numériques aujourd'hui pour faire des statistiques pour les cadres, les jeux de cartes, pour faire des graphismes, des choses comme ça pour les illustrations de son jeu. Donc ça sert, c'est transversal, ça sert à plein de choses en fait. C'est un très bon outil. Et effectivement, s'il est dans cette démarche de créativité, c'est une excellente chose en fait. Après, voilà, Internet, dans son ensemble, avec un grand I, ça englobe énormément de supports, de médias différents qui vont donner de l'inspiration, qui vont permettre d'alimenter tout ça. Et de toute façon, pour faire un bon jeu de société, il faut jouer à plein de jeux de société, où il faut en discuter, il faut entendre des personnes qui en fabriquent, il faut créer un réseau autour de ça. Pareil, si vous voulez créer des jeux vidéo, il faut jouer à plein de jeux vidéo, sinon vous n'aurez pas la culture du jeu vidéo en fait. Donc, quoi qu'il en soit, en fonction des passions, et c'est là où ça devient très important, parce qu'à cet âge-là, c'est vraiment l'enfant qui va de plus en plus déterminer ce qui l'intéresse au niveau des écrans. Vous, en tant que parent, ça va devenir de plus en plus délicat aussi d'arriver à gérer tout ça. Vous pouvez encore garder une certaine forme de contrôle, notamment sur sa capacité à se connecter à Internet, etc. Restez juste en présence, continuez à garder le dialogue avec lui, ne mettez pas des œillères, testez les réseaux sociaux sur lesquels il va, vous-même de l'autre côté, testez les jeux vidéo auxquels il joue. Ça vous permettra aussi, vous, avec votre regard d'adulte, de vous faire votre propre idée du produit et si ça vous plaît, vous pouvez même continuer avec lui de tout ça. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise, j'ai vu, je sais, et si vous ne vous sentez pas à l'aise, et je terminerai là-dessus avant de prendre que des questions, si vous ne vous sentez pas à l'aise, demandez-lui de vous expliquer. Il s'en sera ravi. Il va adorer vous montrer comment ça marche TikTok, Instagram, Snapchat, voir ce qu'on peut faire, etc. Quand je fais des interventions dans les collèges, c'est généralement la posture que je prends. Je leur demande de m'expliquer ce qu'ils font et ils sont super contents de pouvoir enfin discuter avec un adulte de tout ça, sans être jugé, sans qu'on les pointe du doigt, sans avoir des critiques, etc. Allez-y vraiment avec un regard de curieux. Mettez-vous vraiment en position de « j'aimerais savoir, montre-moi s'il te plaît ». Et ne soyez pas jugeant dans la pratique parce que c'est leur pratique, c'est leur façon de faire, c'est leur façon de s'exprimer, c'est aujourd'hui leur façon de draguer. Voilà. Il y a notamment les réseaux crush qui existent dans les collèges et les lycées, qui sont des
des espaces où ils communiquent anonymement en mode « j'ai repéré un garçon avec le pull rouge, machin, de telle heure à tel endroit », donc c'est un peu flippant, mais voilà. Si quelqu'un le connaît, est-ce qu'il peut me donner son nom ou son Snap, que je puisse le contacter, etc. Voilà. Donc s'ils veulent retrouver quelqu'un n'importe où dans Grenoble, c'est possible, hein. Sachez-le. Voilà. Bref, oui, les questions. Petite question technique. Pas de téléphone et Wi-Fi la nuit. Oui. On prend le téléphone dans sa chambre, Alors. on l'éteint, on le met dans une cage de Faraday, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Il y a plein de techniques qui m'ont été transmises par plein de parents de manière différente. Donc, il y a la fameuse technique de la boîte. Toute la famille, sans exception, on met tous le téléphone dans la boîte et la boîte est fermée à un endroit pas trop accessible voilà. Et du coup, on la réouvre que le lendemain. C'est une technique qui fonctionne. Mais la boîte, récupérer un rapport de confiance. Sans verrou, si vous voulez, c'est toujours une question de confiance. Voilà. C'est toujours une question. Alors vous mettez quand on l'ouvre, ça fait un bruit incroyable et ça arrive à toute la famille. Voilà. Comme ça, vous pouvez le choper en flag. Mais moi, ce que je préfère, ça reste quand même le dialogue, la confiance. Et ne soyez pas naïfs, parents, il va le faire à un moment. Donc, soit vous acceptez qu'à un moment, la règle soit transgressée, et donc vous prenez votre rôle de parent et que vous mettiez les punitions adéquates, soit, effectivement, on met 3 verrous, on verrouille tout, et là, on est tranquille. Vous pouvez aussi, sur certaines box aujourd'hui, vous pouvez paramétrer les heures où Internet se coupe. Vous pouvez aussi mettre, c'est des trucs de vieux, mais je pense qu'aujourd'hui, j'utilise de vieux parce que j'ai cette image-là, mais vous savez, les prises où vous pouvez cranter des horaires et à certaines heures, l'électricité se coupe et à d'autres, elle revienne. Bon, bah, vous mettez ça dans le placard électrique avec la box et ça, c'est tout fermé. Bon, votre enfant ne va pas mettre les doigts dans le placard électrique. C'est une méthode comme une autre de couper le Wi-Fi. J'ai fait un Airbnb où le propriétaire était ingénieur, lui il avait fait tout un système comme ça, le Wi-Fi dans toute la maison était coupé à 20h. C'est très désagréable quand on avait envie de regarder un film quand tu es là, voilà, en Airbnb. Donc nous, on sortait nos téléphones et on passait en partage de connexion, mais au moins, il n'y avait pas d'onde dans la maison à 20h au niveau du Wi-Fi. Donc il y a plusieurs astuces. Après, voilà, le dialogue reste quand même le mieux. Et effectivement, si dès le début, la règle a toujours été pas d'écran dans la chambre, c'est plus facile de les faire sortir. Ça veut dire aussi que, et là, je sais que c'est certainement le cas parmi vous, le téléphone réveil matin, c'est un piège. C'est quand même un piège, parce que ça ne rentre pas dans cette règle. Voilà. Et si vous-même, vous vous réveillez avec un téléphone réveil matin, si vous voulez que cette règle du pas d'écran dans la chambre soit appliquée plus facilement, il va falloir aussi peut-être acheter des téléphones, des radios réveil pour toute la famille. Ils en font des très bons modèles, vous pouvez charger vos propres musiques dessus. Voilà, il y en a même qui sont connectés à Internet pour certains. Bref, à vous de voir le prix que vous mettez dedans, mais ça sera peut-être effectivement plus adapté, et au moins vous savez que c'est un truc qui ne va pas sortir de la chambre que le téléphone portable. Il y a d'autres problèmes qui sont liés au téléphone portable aussi, c'est que beaucoup de jeunes écoutent de la musique dessus et s'en servent comme support musique. Et quand on met des appareils comme Family Link en place, et on dit oui, mais bon, j'ai 2 heures d'écran, mais pour écouter ma musique, je dois aller sur Deezer, Spotify, YouTube, peu importe. Et au final, mes 2 heures, elles passent et je ne peux plus écouter de musique. Bon, à vous de gérer. Voilà, je ne peux pas vous donner toutes les astuces, ce sera à vous de trouver ce qui va être bien ou pas. Est-ce qu'il y aura un appareil qui est connecté, qui n'a pas de verrou, mais ce qui veut dire qu'il va se faire piquer de temps en temps et ramener dans les chambres? À vous de voir. À vous de voir par rapport à ça. Moi, je ne peux que vous donner des conseils de parents, mais vous pouvez vous donner des conseils de parents et discuter entre vous par rapport à ça, parce que parents, vous êtes tous dans le même bateau, c'est la galère pour tout le monde, il n'y en a pas un qui gère mieux que les autres, c'est juste des questions de règles et savoir-faire. Donc, vous dites, moi j'ai fait ça, ça marche avec le mien. Il y en a un autre qui dira, moi, je suis sûr que si j'essaye, ça ne marchera pas du tout, il faut que je trouve une autre astuce. Il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner, et c'est vous qui construisez vos outils. Oui. C'est que c'est aux parents de montrer l'exemple. On est à l'écoute de l'enfant, mais c'est à nous aussi de montrer l'exemple. Vous allez être le premier exemple de vos enfants dans son développement. Après, cet exemple, il va commencer à changer. En fait, on parle d'adultes responsables et on parle d'adultes de référence pour un enfant, mais peut-être qu'un jour, ce ne sera pas vous, mais ce sera son père. Par exemple, je vais prendre des grands clichés, mais par exemple, pour le bricolage, l'adulte de référence, ça va peut-être plus papa, ou tonton, ou tati. Ça se trouve, tati est une super bricoleuse et c'est tati la référence.
Donc ils vont commencer à se dire, non, là sur ce sujet-là, c'est pas bon, là c'est pas bon. Ah, peut-être que mon prof de techno, ça peut être une bonne référence aussi pour tout ce qui est technique finalement. Parce que mes parents, ils ne connaissent rien en numérique et j'ai plein de questions, c'est peut-être à lui que je vais les poser. Donc les adultes de référence vont commencer à s'étoffer. Et après, ce qu'il va voir sur les écrans, donc les youtubeurs et les influenceurs, ça va devenir aussi des adultes de référence. Sauf que ces adultes, ils n'ont pas, c'est pas forcément des adultes. Hein. Ils ont, quel âge on est réellement adulte, mais 25, 30 ans, et ils ont une vision qui est la leur, mais par contre, ça va devenir une forme de référence. Et on parle d'influenceurs parce que justement, ils vont influencer les jeunes par rapport à leurs décisions, à leurs choix. Choix de vie, choix de plein de choses. Mais bref, ces adultes de référence vont devenir de plus en plus étoffés. Donc, vous allez perdre un peu de place petit à petit. Oui. Non, moi, je veux juste dire qu'au niveau des influenceurs, quand je travaille sur les réseaux sociaux, je suis très réseaux sociaux, leur expliquer que c'est pas la vraie vie. D'ailleurs, moi, ce que je publie sur les réseaux sociaux, c'est le positif de ma vie. Hein. C'est ça. Donc, peut-être leur expliquer que sur les réseaux sociaux, les influenceurs, c'est bien, mais c'est le positif qui monte. Tout à fait. Et c'est un travail. Tout à fait. Qui nécessite du temps. C'est pas un influenceur, c'est pas sa vraie vie, c'est pas sa vraie personnalité, c'est pas forcément son vrai prénom. C'est ça. C'est ça. C'est exactement tout ça qu'il faut leur expliquer. Donc, simplement d'expliquer ça, déjà, je pense qu'en étant avec lui sur les réseaux sociaux et en lui expliquant que c'est pas la vraie vie. C'est ça. Parce que c'est le cas. Voilà. C'est ça, on veut que tout soit beau sur Instagram, c'est le monde merveilleux des bisounours, mais c'est pas la réalité. Il faut savoir aussi que ces enfants qui grandissent et vivent avec cette image du mais la vie c'est trop bien, on va être riche, on va tous être sur des paquebots, machin. La désillusion quand tu es adulte, mais elle fait mal. Hein. Et il y a plein de jeunes qui dépriment totalement parce qu'en fait ils se rendent compte que la vie c'est pas ça, construire un couple c'est pas ça, et que en fait c'est la dépression. Et il faut savoir aussi un truc, parce que j'ai fait donc je suis dans différents réseaux, notamment le réseau des promeneurs du net, qui est un réseau qui travaille sur les réseaux sociaux en destination des jeunes, pour rester en contact avec eux sur les réseaux sociaux. Si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir, vous avez certainement un promeneur près de chez vous. On a énormément de temps de discussion, de médiation sur plein de sujets. On a eu la non-demande de l'adolescence, avec notamment cette question, en fait, il faut vous dire aussi que dans la tête des enfants, à un moment, ils vont réaliser que les adultes nous mentent, tous, tout le temps. On leur ment en permanence sur des sujets qui sont capitaux pour eux. Et bon, généralement, le premier mensonge, c'est le Père Noël n'existe pas. On rigolait, mais il y a des lycéens qui en parlent encore. Hein. C'est un traumatisme, le Père Noël. Hein. Mais le Père Noël n'existe pas, c'est le premier mensonge. Et après, il y a aussi tout le mensonge sur la vie, de manière générale. Ni vous ni moi, on n'est pas éternel, on va tous mourir un jour, et cette prise de conscience, elle est compliquée. On passe notre temps à dire « mais si, regarde, ça va, je suis en forme, etc. » Alors que non, on a des cheveux qui blanchissent, on vieillit petit à petit, et à un moment, on ne sera plus là. Et il y a un moment où ils vont devoir se débrouiller vraiment tout seul. Et peut-être il y a un moment où ils auront aussi des enfants, etc. etc. Et tout ça, c'est des choses, des discussions qui sont très délicates à aborder avec son enfant. Et puis, quand vous allez rentrer chez vous ce soir, n'abordez pas ça comme ça brutalement, mais on essaie toujours d'attendre le fameux bon moment qui ne vient jamais pour avoir ce genre de discussion. Il faut savoir saisir ou créer ce moment. C'est autant autour de la sexualité, la pornographie, tout ça, et notamment la vie. Oui. J'ai deux questions. Je commencer par la première. Avez-vous une liste de logiciels, de sites pour apprendre les rudiments du code? Est-ce que j'ai une liste de logiciels pour apprendre les rudiments du code pour les enfants? Il faut envoyer une demande à l'association Pangolin et je vous envoie mes mines d'or. Voilà, il y aura plein de choses, je ne vais pas tous les citer là, mais faites un mail à l'association Pangolin, vous cherchez Association Pangolin, Grenoble, si vous n'avez jamais, vous tombez que sur les trucs de protection de l'animal. Et vous allez nous trouver, vous envoyez un mail et là on envoie la liste et d'autres ressources. Bon, d'ailleurs, pour toute personne qui veut des ressources un peu plus concrètes, vous faites un mail et on vous envoie ça. Voilà. D'ailleurs, tout ce qui est là présenté ce soir, je peux aussi le laisser ici au collège. Vous pouvez après vous rapprocher des organisateurs, c'est eux qui gèrent tout ça. La deuxième question? La question c'était juste par rapport à ce que je demandais si vous pouvez transmettre les slides. Voilà. Donc oui, tout ce que. Alors, on est une association, on a une volonté de communiquer un maximum sur toutes ces questions-là. Donc, si vous voulez récupérer des trucs, je peux vous envoyer des gigaoctets de données avec les fly. Il y a d'autres sujets aussi qu'on traite, notamment la place du smartphone. Le premier téléphone portable, c'est un grand sujet qu'on aime bien aborder parce que du coup, ça fait écho au contrôle parental, etc. On a des sujets autour des jeux vidéo. Voilà, on peut faire des soirées spéciales jeux vidéo où on vous fait jouer parents à des jeux vidéo, voilà, et on vous fait prendre un peu en main la manette pour justement vous confronter à tout ça. L'idée, c'est pas que vous fassiez le meilleur score, c'est juste que vous compreniez un petit peu où votre enfant est en train de mettre les pieds.
Voilà, on fait des interventions pour les collégiens aussi, on fait beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question parentalité numérique, enfance, c'est notre domaine, donc on peut vous envoyer des ressources. Qui ne sont pas forcément les nôtres d'ailleurs, qui sont des ressources qu'on a trouvées un peu à gauche à droite et qui alimentent. Bon, je crois que c'est l'heure. En tout cas, Ça va être l'heure? beaucoup. Très bien. C'était très intéressant. Merci. Merci à vous. Voilà, et merci aussi aux personnes que je ne vois pas malheureusement, mais qui sont effectivement avec nous en ligne. Je ne sais pas combien on est au total ce soir, mais mine de rien, il y en a quand même pas mal qui se sont déplacés ce soir et pas mal qui suivent en ligne, et c'est très positif. Voilà. Et je le dis sincèrement parce que j'ai fait beaucoup de conférences avec 2 ou 3 personnes, et je sens que aujourd'hui, il y a de plus en plus de familles qui se saisissent de ces questions. On a arrêté de mettre les œillères, on les enlève et on commence à prendre un peu conscience de tout ça, et c'est une très bonne chose. Je vous félicite au moins d'être venus écouter. Voilà. Et le reste du travail, c'est à vous de le faire maintenant. Bonne soirée à tous, merci.